Bonjour à tous les amis. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, on est 4. C'est une particularité, une première dans notre saga, hein, nos premiers souvenirs avec. Aujourd'hui, on est là pour parler d'une console qui date de pas mal de temps, la PC Engine. Alors, nos invités, on va les présenter. On a Monsieur Garcien. Enchanté, Monsieur Salut, Garcien. merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis trop content d'être là. Et merci beaucoup. Plaisir partagé. Plaisir partagé. Et on a l'ami Guned. Bonsoir à toi. Bonjour à vous, bonsoir à vous. Merci Bonsoir, également bonsoir. de m'inviter. Très content d'être parmi vous. Plaisir également partagé. Et on a évidemment mon acolyte. Je le présente plus. L'ami Bigou. Bon, les amis, aujourd'hui, on est là pour parler de nos premiers souvenirs avec cette bécane. Alors, à la base, c'était une console 8 bits. On a toujours eu un petit doute parce qu'elle devait être en concurrence. Elle est sortie en 87, donc en concurrence avec la NES, peut-être la Master System. Sauf qu'elle a un processeur de Hudson Soft graphique qui est de 16 bits. Donc finalement, ça fait un petit mélange qui la rend suffisamment puissante, je trouve, pour rivaliser avec la Mega Drive et la SNES. Et évidemment, cette console, elle a un peu muté au cours des années. Donc nous, on a connu au début la Core Graphics, etc. On a eu la Super Core Graphics, on a eu la Duo, etc. On a eu vraiment une vraie mutation qui a fait tendre les jeux vers des jeux de vraie qualité, des jeux d'arcade à un moment donné, avoir un peu l'arcade à la maison. Et du coup, on est là pour parler de nos souvenirs avec cette console. Alors, je commence toujours le débat par poser une première question à nos invités. Alors, si vous le voulez bien, on respectera toujours le même ordre. Monsieur Garcin, Guned, Biggie et moi, si ça vous va. Donc, on va commencer par Monsieur Garcin. Avec plaisir. J'ai mes petites fiches. Premier souvenir. Oui. Ah ouais, non, j'ai préparé mes petites fiches là. T'as tout préparé. Parce que souvent, c'est vrai que les souvenirs. Non, mais c'est vrai que les souvenirs. Comme je suis plus très jeune, tu vois, les souvenirs, des fois. Non, mais tu sais plus, tu confonds une année une autre, donc j'ai mes petites fiches, c'est bon. Ouais, on sait jamais, effectivement. Alors, ton premier souvenir avec la console. Mon premier souvenir, en fait, c'était que. Alors, c'est en 1990. J'ai découvert la PC Engine, en fait, dans le magazine Micro News, que Guned doit connaître, j'imagine. En fait, il y avait des superbes pubs, en fait, dans le magazine Micro News, des pubs, attends, je les ai mis où ? Il y avait notamment celle-ci, par exemple, c'était des pubs, voilà, tu vois, très simples au début. Une qui m'avait marqué, c'était celle-là aussi. On voyait, ils étaient à la plage et tout, et en fait, tu voyais les screenshots, on en était à la NES et à la Master System, et je voyais ces pubs, et ça me rendait fou, notamment celle avec Ninja Spirit, là, enfin bon. Cette console me rendait fou, je me disais, mais qu'est-ce que c'est cette console ? Tu vois, on en était vraiment à l'époque Master System en 90, NES, c'était la grande période. Donc voilà, c'est la première fois que je l'ai vue visuellement. Donc dans les magazines. Ensuite, voilà. Et en 1991, en fait, au collège, j'avais deux potes qui, tous les midis, tu vois, on mangeait à la cantine et ils mangeaient vite et après ils filaient parce qu'il habitait à côté du bahut, ils filaient pour aller jouer à la PC Engine. Et moi je me disais putain mais vous avez cette console et à chaque fois je grattais pour aller y jouer avec eux et ils voulaient pas, ils jouaient à Formation Soccer et Final Match Tennis. À l'époque c'était les meilleurs jeux de sport, à l'époque il y avait pas mieux. Et je râlais, je dis ah les gars s'il vous plaît à chaque fois tu vois et de fil en aiguille une fois ils m'ont dit ah, vas-y viens avec nous et j'ai pu jouer donc à Final Match Tennis et Formation Soccer et c'était vraiment, je me rappelle, c'était un truc de fou, c'était le jeu de foot, genre le foot que tu vois à la télé. Enfin, tu vois, c'est n'importe quoi. Mais comme il y avait la NES et la Master, ouais, voilà. Et Final Match Tennis, qui est encore très très jouable aujourd'hui. Je sais pas si vous y avez joué encore. La maniabilité est parfaite. Donc déjà à l'époque en 91, c'était la folie. Voilà, ça c'est vraiment la première fois que j'ai joué chez quelqu'un. Après, je vous raconterai peut-être quand j'ai eu la console. Ouais, mais là, c'est vraiment la première. On va en parler après. Effectivement, j'en ai pas parlé. Il y a eu, alors en image, tu montrais surtout la Core Graphics 2. Qui avait, voyons voir. Ouais. Alors, pas la Core Graphics 2, mais la Core Graphics 1. Ça, c'est la Core Graphics 1. Parce qu'il y a une Core Graphics 2 juste qui était avec le logo orange pour aller avec le Super CD-ROM. Enfin bon. Mais là, c'est vrai que c'était sur ces pubs-là, il n'y avait pas la PC Engine qui, à la base, est blanche. Ouais. Ah ouais. Voilà. Alors, on va maintenant passer la parole à Guned. Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir avec la console ? Ah ben oui, alors moi c'est comme Monsieur Garcin, c'est-à-dire que c'était la presse spécialisée. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, donc forcément, fallait s'instruire autrement. Et donc, c'était dans un magazine. Alors, je lisais effectivement Tilt, Micro News, mais c'est dans un numéro d'Arcade. Alors, Arcade, c'était un magazine de l'époque, un mensuel, et ils avaient fait un reportage au Japon.
Et donc c'était principalement sur Sega, parce que moi, à l'époque, dans le contexte de l'époque, j'étais possesseur heureux d'une Sega Master System. C'était ma console fétiche. Et puis donc, je vois dans ce magazine-là une PC Engine blanche. Et puis, vraiment, ça commençait à m'intriguer. Donc, c'est le premier contact avec la PC Engine, c'est dans le magazine Arcade. Et puis ensuite, dans Micro News, dans Tilt, j'ai commencé à voir une boutique qui importait la PC Engine en France, qui s'appelait Shoot Again. Et donc, Shoot Again proposait des modifications de consoles. Et petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à cette machine parce que elle m'intriguait. Parce que, étant fan de Sega Master System, alors j'avais des jeux comme R-Type, Wonder Boy, Shinobi, j'avais les classiques du genre. Mais je me rendais compte qu'il y avait aussi Shinobi sur PC Engine, qu'il y avait Fantasy Zone, qu'il y avait des jeux Sega sur une console, entre guillemets, qui n'était pas une machine Sega. Donc ça commençait vraiment à m'intriguer en me disant, mais quelque part c'est génial, parce que si cette console est super puissante et qu'elle propose des meilleurs jeux que ma Sega Master System, je vais peut-être m'y intéresser d'un petit peu plus près. Donc voilà, entre guillemets, mon premier souvenir, c'est par la presse spécialisée, et puis par ces petites annonces, en fait, pas ces petites annonces, cette publicité que passait Shoot Again, parce que ça a été le premier importateur en France de la PC Engine. Alors, pour rappel, effectivement, elle est sortie en octobre 87, et l'objectif de NEC et Hudson Soft, le rival numéro 1, c'était la Famicom de Nintendo. C'était la machine à battre, et leur premier titre, c'était The Kung Fu, qui était, entre guillemets, une version de luxe de Kung Fu Master avec des sprites qui étaient énormes à l'écran. Donc là, déjà, quand dans la presse spécialisée, on avait des petites vignettes, mais quand on regardait ce sprite énorme qui faisait quasiment les 2/3 de l'écran, forcément, ça ridiculisait un petit peu le Kung Fu Master de la NES, ou même certains jeux Sega Master System, parce que forcément, le ratio était énorme et on se disait, mais c'est l'arcade à domicile. Et c'était l'argument massu, la PC Engine. Je me souviens d'un test d'Alain Huyghe-Lacour qui disait Vigilante sur Amiga ressemble à l'arcade, mais Vigilante sur PC Engine, c'est l'arcade à la maison. Et donc, ces testeurs-là, forcément, ils m'ont fortement influencé dans mon impulsion d'achat qui est venue quelques jours plus tard. Mais c'est bien, tu avais cette maturité pour te faire cette réflexion. Moi, alors on va laisser la parole à Biggie, hein. Je donnerai mon point de vue après. Mais effectivement, en France, elle n'était pas trop connue, hein, la console. Vraiment, même très méconnue. Biggie, je vais quand même te laisser la parole avant. Alors moi, elle était très méconnue, je dirais, si les gens n'achetaient pas les magazines et qu'ils allaient dans les magasins, eux, ils la connaissaient pas. Par contre, tous les gens qui achetaient les magazines, c'est vrai qu'il y avait énormément de tests et de pubs. Donc on la connaissait comme ça. C'est sûr que si tu n'achètes pas les magazines, tu la connais pas. Ouais, c'était Biggie, pardon. Elle était méconnue, effectivement, comme on dit, mais les puristes, quand même, nous, il y avait un noyau. Donc, moi, je suis de la région lyonnaise. À Lyon, il y avait un noyau comme ça de gamers qui était un peu au courant de tout ce qui se faisait. Hein. Quand la Neo Geo est sortie, là, c'était un peu plus vieux pour la PC Engine. Mais oui, moi, je savais qu'elle existait, mais moi, je l'ai découvert la première fois sur MicroKids, mais je l'ai vu très vite en magasin, très vite. C'est-à-dire, comme moi, je fouinais déjà l'import. Donc, j'allais dans des boutiques qui faisaient de l'import, etc. Et moi, je l'ai vu très tôt, la PC Engine, tourner dans le magasin. En fait, il y avait 2 coins dans le magasin où j'allais, moi, à Lyon, dans le centre. Il y avait un coin où tu avais à peu près les jeux, on va dire, mainstream, de ce qui se faisait de l'époque. Donc, tu trouvais de la Master System, de la NES, sans problème. Hein. Et tu avais, déjà, là-bas, il y avait des Mark 3. Hein. Les mecs avaient des Mark 3 déjà à l'époque. Et il y avait le côté, effectivement, modification. Et en général, quand tu avais l'endroit où le mec bricolait les consoles, en fait, c'est là où tu avais la Neo Geo la première fois que je l'ai vue. Et j'ai vu la PC Engine à cet endroit-là la première fois. Mais la toute première fois où je l'ai vue, moi, c'était dans MicroKids. Ah oui, c'est vrai qu'aussi, on voyait souvent. Tu avais vu quel jeu, tu t'en rappelles ou pas? De mémoire, je crois que c'était alors, c'est pas Asian Fighter où tu as le mec qui fait tout l'écran, là. Ça, c'est le jeu dont... C'est le jeu dont Gunnett parle, mais je crois qu'il l'appelait Asian Fighter, un truc comme ça. China Warrior. China Warrior, exactement. China Warrior, c'est ça. Le mec, il est comme ça, ouais. C'était mais c'est vrai que c'était une Bruce Lee qui se battait avec... donc, il avait la tenue de Bruce Lee. Et comme dans Kung Fu, il éclatait les ennemis en un coup. Donc, tu avais les sprites NES et Master System, et eux, ils débarquaient. Non, mais c'était fou. Et je pense qu'ils voulaient vraiment en mettre plein la vue. C'est pour ça que le jeu, c'est un des premiers jeux sortis. C'est le premier jeu, je crois. Ouais. C'était la démo technique, en fait. C'était la démo de présentation de la PC Engine aux autres développeurs, à la presse.
Et puis, alors, elle a été faite très tardivement. Je crois que la PC Engine, donc la PC Engine est sortie en octobre, mais ils ont présenté The China Warrior en juin-juillet. Donc, on voit que voilà, c'était un titre qui était au début une démo, qui s'est transformé en killer application pour booster les ventes de la console et servir effectivement de vitrine technologique. Donc, avec R-Type aussi, je crois. Il y a le R-Type qui est sorti très vite et qui était incroyable, quoi. Le R-Type est ouf. Clairement. Alors moi, mon histoire, elle est un petit peu différente de la vôtre. Hein. En 87, j'étais quand même relativement jeune, j'avais 5-6 ans. Donc j'ai pas connu la sortie de la console. Par contre, début 90, 91, 92, quand je m'intéressais vraiment aux jeux vidéo, j'arrivais à l'âge de 10 ans, bah, je m'achetais aussi les magazines. Alors moi, c'était des magazines un peu plus communs, hein, du grand public. Hein. Les Player One, Console Plus, je dirais 92, je pense, de souvenir. Et j'avais vu une console avec Goons on Goose, donc c'était la Super Core Graphics finalement. Et je me suis dit, Super Graphics, ouais. La Super Graphics. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce jeu? Il explose ma version Mega Drive, là, c'est quoi ça? Et je regardais et j'ai découvert la console grâce à ça. Alors on le voit en image, Monsieur Garçon. Voilà. Et donc je me suis un peu renseigné, j'en ai parlé à mon grand frère, il m'a dit oui, c'est une console, il y a très peu de jeux dessus. Mais par contre, elle a une première version qui comporte un ensemble de jeux. Puis j'ai commencé à m'y intéresser. Puis il m'a dit, écoute, j'ai un ami qui la possède, on peut peut-être essayer de faire un petit truc pendant un mois. Et c'est Guillaume, alors je ne sais pas s'il se reconnaîtra dans la vidéo, qui a dit, il n'y a pas de souci, je vais vous prêter ma console. Et puis nous, on lui a prêté la Mega Drive. Donc j'ai eu un mois cette console, avec quelques jeux dont on va parler pas énormément. J'avais 5-6 jeux et c'était que des petites cartes. C'est-à-dire, il n'y avait pas la boîte avec. Il nous a donné que les petites cartes. Et du coup, j'ai découvert la console pendant un mois avec mon frangin, on va dire courant 92, donc très, très, très tardivement. Très tardivement par rapport à la sortie de la console, en fait. Alors, en fait, ouais, on va aborder après le sujet des U-Cards, mais moi, j'ai moins eu l'effet de surprise parce que moi, dans mon Master System, j'avais Spy versus Spy. On me l'avait donné et le jeu était en carte dans la Master System 1. Donc, en fait, tu dis c'est cool parce que cette console-là, c'est que des cartes. Parce que la Master System avait les cartouches et les cartes. Bien sûr. Et c'était bien parce qu'elle faisait que des cartes. Du coup, c'était petit, c'était joli, c'était mignon. Ouais, c'était format carte bleue. C'est ça, carte bleue. Okay, toi, t'avais quoi, Angon, c'est ça? Tu disais quoi? T'avais Angon sur la Master System? Il était sorti en carte. À l'époque. Alors, pour l'anecdote, pour rebondir sur ce que dit Bicam, à un moment donné, moi, ça m'a un peu freiné parce que sur Master System, tous les jeux au format carte, ils étaient pas terribles. Ils avaient pas par exemple. Et les cartouches, voilà, c'était les 4 mégas, cartouches 2 mégas, 1 méga. Et les cartes, pour moi, c'était pas puissant. Donc, j'ai eu un petit peu cette appréhension en disant, bah ouais, mais si c'est comme la Sega Master System, les jeux vont pas être non plus très longs ou très, très développés. Ouais. Donc voilà, c'était juste un peu pour l'anecdote parce que c'est vrai que ça m'avait un peu freiné à un moment donné, ce côté carte de crédit. Alors les amis, je vous propose de rebondir sur ma deuxième question. À quel moment vous avez possédé la console? Alors il y a une différence effectivement entre la découvrir dans des magazines et de l'acheter. J'aimerais si possible l'année à peu près et puis les anecdotes qui entourent cette découverte à la maison. On va commencer par Monsieur Garcin. Allez, avec plaisir. Donc moi, voilà, j'avais découvert donc la console chez ce fameux pote qui avait notamment Formation Soccer et Final Match Tennis. Et là, on était en 91. Et au Noël 1991, en fait, j'apprends que par ce collègue-là, d'ailleurs, il me dit, je connais quelqu'un, parce que moi, on n'arrêtait pas de parler de PC Engine. Tu vois, lui, entre-temps, il avait eu 2 superbes jeux entre-temps. Il avait eu donc Ninja Spirit, qui était incroyable. Donc, j'avais aussi joué donc à Ninja Spirit, qui est très proche de l'arcade. Ça fait aussi partie des jeux qui sont très, très proches de l'arcade, qui sont sur la PC Engine, avec Vigilante, Shinobi, R-Type. Et après, il y avait celui-ci. Ah ouais, voilà. Mais ce jeu-là, alors, si on le voit juste comme ça, bon, il y a des tableaux, des niveaux qui sont beaucoup plus beaux. Et ce qui est génial, c'est surtout quand tu as plusieurs personnages. Je sais pas si on va y venir après visuellement. Mais en fait, à chaque fois que tu prends une option, tu as un petit personnage qui se colle derrière toi. Tu peux en avoir jusque 4. Et c'est génial. Tu as l'impression de diriger les 4 qui se suivent comme ça. Tu as tous les tirs. Ça ralentit très, très peu, pratiquement pas. Le jeu a une musique. La musique, elle est ambiance Japon traditionnelle. C'est génial, tu as plusieurs armes qui sont excellentes, tu as notamment une des meilleures, ben là on voit qu'il a eu une option, la bombe, qui est l'espèce de grenade qui est
qui est vraiment très puissante. Le jeu est assez dur, mais on progresse régulièrement. Voilà, c'est le genre de jeu qui est dur, mais juste. Donc, ce qui est bien, c'est que tu avances régulièrement. Et ensuite, voilà, j'ai découvert, bon, vite fait, je vous dis, ce jeu. Alors là, voyons voir. Bloody Wolf, c'est une espèce de, comment on pourrait dire, une espèce de mercs, de commando. C'est ça, on a un militaire avec un. Voilà, c'est un run and gun. Mais alors, ce qui est, à l'époque, c'était peu courant. C'est un run and gun, mais vu principalement ou souvent de profil. C'est vrai que souvent, les run and gun, tu vois, c'était vertical. Lui, il a des scènes verticales, mais il a des scènes, voilà, comme ça. Et ce jeu, voilà. Alors, là, pareil, il faut se replacer. Ça, c'est un jeu qui est sorti, je crois, en 90, 89. Donc, voilà, quand on voit les graphismes, on peut, mais 89, les gars. 89, c'était le monde de la NES et de la Master System. Il n'y a rien à dire là-dessus. Déjà, Ninja Spirit. Regarde, ah ouais, non. Moi, je connais bien en arcade. Hein. Ninja Spirit sur PC Engine, c'est une tuerie absolue. Non, c'est une tuerie. Et là, Bloody Wolf, il faut quand même se dire qu'en Mega Drive, dans les premiers titres, on n'avait pas ça. On n'avait pas ça. Moi, je l'ai acheté tardivement. Hein. Je l'ai acheté début 2000. Je l'ai trouvé. Je le connaissais pas du tout. Je l'ai trouvé dans une petite boutique quand j'étais sur Paris. Je l'ai pris. Et en fait, en 2000, je l'ai trouvé joli. Ouais. Ouais, donc. Il faut savoir que par rapport à un Merx, il n'a pas à rougir, quoi, la version. Merx, c'est vrai. Il n'a pas à rougir, clairement. Clairement. Et il y a une scène, alors vite fait, je ne sais pas si vous avez dû y arriver, il y a une scène à un moment, donc le but c'est de délivrer le président. Il y a une scène. Moi, je me rappellerai toujours, c'est un des premiers moments, grands moments pour moi de jeux vidéo que j'ai vécu. Tu délivres le président et en fait, tu apprends qu'il faut que tu refasses tout le niveau à l'envers, mais avec le président qui te suit. Et donc, toi, tu diriges ton mec, tu as le président qui est derrière toi, il faut lui faire éviter les armes et tout. Tu combats les gars, vite, monsieur le président, suivez, baissez-vous. Enfin, moi, j'étais en transe quand j'avais vu ça. Enfin, je trouve qu'au niveau mise en scène, je me disais, il se passe quelque chose, c'est comme un film, tu vois. Enfin, voilà. Donc, voilà. Et donc, ce pote avait ça et il me dit, donc à Noël 91, il me dit, j'ai un ami qui vend sa Super Graphics. Et là, je fais, waouh, mais il me la faut absolument. J'étais vraiment à fond la PC Engine. Je pensais qu'à ça, tu vois, gamin. Et j'ai dit, il me la faut. La seule façon que j'ai eu de l'avoir, c'est de vendre ma Master System. Et donc, j'ai trouvé, heureusement, très rapidement quelqu'un. Alors, j'avais une quinzaine de jeux. Bon, tant pis, hein, j'ai vendu mes 15 jeux Master System à Master System et j'ai pu m'acheter, enfin, la Super Graphics. J'étais heureux comme un pape. J'ai notamment eu... sur la Master System, sur la Super Graphics qui m'a marqué. Alors, comme tu en as parlé, et heureusement, il avait Ghouls and Ghosts. Et Ghouls and Ghosts est devenu, en fait, je le cite tout le temps dans mes 3 jeux préférés de tous les temps. En fait, quand on me dit c'est quoi tes 3 meilleurs jeux, parce que je connaissais la version Mega Drive, j'avais un voisin qui l'avait, donc je connaissais très très bien la version Mega Drive, mais quand j'ai joué à celui-là, j'ai halluciné. J'ai halluciné la différence qu'il y avait entre la Mega Drive et ce jeu. Et je connaissais aussi le jeu d'arcade. Et j'avais vraiment l'impression de retrouver le jeu d'arcade. Je pense que c'est un des plus arcade perfect que j'ai vu, quoi. Il est magnifique. Et j'ai joué, je crois que j'ai dû jouer des centaines d'heures. Et j'ai réussi à le finir, à faire les 2 loops. À l'époque, quand j'étais gamin, j'ai dû jouer pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, c'était... je jouais qu'à ça. En fait, comme le jeu me plaisait, tu sais, quand le jeu te plaît. Et après, j'avais ça. J'ai eu aussi, parmi les jeux que j'ai eu avec la console, j'ai eu le Outrun. Et voilà, qui était vraiment génial, les super musiques. C'était une très belle conversion PC Engine. Donc ça, c'est pas un jeu Super Graphics, c'est un jeu PC Engine. Hein. La Super Graphics accepte tous les jeux PC Engine, pour ceux qui ne seraient pas. Et donc, j'ai eu à ce Noël merveilleux. Pour vous dire, tellement j'étais content de l'avoir, la console, je l'ai achetée avant Noël. Tu vois, j'ai fait l'échange, mon père m'avait amené pour aller l'acheter. Mais ce qu'il y a, c'est que je l'ai emballé, tu vois. J'étais tellement heureux, je me la suis emballée. Je l'ai mis au pied du sapin. J'ai attendu genre 1 semaine avant de pouvoir y jouer. Et c'était magique, quoi. Enfin, voilà, quand tu joues à ça, donc c'était Noël 91. Moi, j'avais l'impression d'être le roi du pétrole, quoi. Tu vois, tu l'étais, je te rassure. C'était, voilà. Donc, gros souvenir, super Noël. Et voilà. Pour toi, au niveau de la PC Engine. Au niveau des sorties des jeux, tout ça, c'était l'explosion un peu de la console, quoi. On va dire 91-92. Là, si tu regardes tous les titres sortis, c'est la folie. Ah ouais, non, clairement. On va laisser la parole à Gunhead. Alors, le pseudo veut déjà tout dire, je pense. Ouais, moi, tout est quasiment expliqué dans la vidéo numéro 1 de la chaîne. Gunhead, pourquoi Gunhead ? Parce que, voilà, alors, je crois que c'était fin 89, début 90. Ce qui m'avait achevé, entre guillemets, de l'acheter, c'était les tests dans la presse spécialisée et notamment Micronews de la sortie du lecteur CD-ROM, parce qu'il est sorti 1 an après la sortie de la PC Engine blanche, la première. Donc je me suis dit, mais punaise, cette console, c'est une console de fou qui en plus va avoir un lecteur CD-ROM. Donc je me suis dit, il faut déjà que je me procure la base, parce que d'ailleurs son nom Core Graphics, c'est pas anodin, c'est le cœur.
il faut un cœur, et ensuite voilà, on rajoute les modules pour arriver à un système complet. Donc voilà, quand j'ai vu dans la presse spécialisée les premiers tests de jeux sur CD-ROM, je me suis dit il me faut cette bécane. Donc j'ai économisé, hein, comme on faisait à l'époque, hein, on économisait sur son anniversaire, sur ses Noëls, et puis avec un petit peu d'argent de poche aussi. Bon voilà, on arrivait plus ou moins à. Elle était pas loin de 2000 francs, de souvenir. Ouais. Alors moi je l'ai eu à 1790 francs et c'était voilà 1790 francs chez. Alors je crois que c'était chez Shoot Again. Hein, faudrait ressortir les pubs de l'époque. Avec donc forcément le premier jeu Gunhead. Dont on disait le plus grand bien. Alors, il y avait James Destroy qui l'avait testé et qui disait que c'était un jeu complètement fou. Ouais, Blazing Laser en version américaine. Voilà. Ensuite, alors ce titre-là, chez nous, on le connaît sous le nom de Wonder Boy 2 in Monsterland. Le nom japonais, c'est Bikuri Man World, qui est tiré. Tu avais acheté la console directement avec ce lot-là ou un Voilà, non, c'est le lot. Là, je vous ai constitué le lot original. D'accord. Là, j'ai trouvé des prix. Vigilante. Elle a été assez vite à 1290. Là, tu vois, c'est des vieilles pubs, ça. Par exemple, ouais, c'est des pubs Player One, je pense. Alors, peut-être en quelle année tu l'as eu, toi? Ah, moi, j'ai dû l'avoir fin 89, début 90. Ouais. Donc, peut-être qu'elle était encore. Moi, il n'y avait pas l'accord graphics et c'était la publicité Au-delà de vos rêves. Je ne sais pas si tu te souviens de cette pub. C'était une pub un peu minimaliste. Hein. Tu avais la PC Engine en gros plan, une petite vignette de Dragon Spirit, et puis voilà, c'était Au-delà de vos rêves, la PC Engine. Ok, ouais, je vois. Je vais voir si je l'ai. C'était cette publicité-là, moi, qui m'avait marqué, et je crois que c'était 1790 francs chez. Ouais, alors ça me dit quelque chose, moi, 1790 francs, donc ça doit être ça. Ça doit être effectivement ça. Donc voilà, et puis alors peu de temps après, j'ai acheté Tiger Rod. Donc, bon petit jeu également. Ouais. Jeu d'arcade aussi, c'est un jeu d'arcade, je crois. On ne l'a pas précisé. Hein. Sur cette console, il n'y a pas beaucoup de déchets. Il y en a, hein, bien sûr, hein, comme sur toutes les machines. Il y en a moins que sur d'autres, évidemment. Mais c'est vrai que le line-up de départ faisait vraiment rêver. Ouais. Parce que tu avais des gros titres de Capcom, comme celui-là, hein, Tiger Rod. Tu avais les titres d'Irem, comme Vigilante, des titres de Namco, Dragon Spirit. Donc bref, déjà ils avaient rassemblé autour d'eux, ce qui était déjà un tour de force impressionnant, tous ceux qui étaient quand même un petit peu déçus de la politique de Nintendo avec les éditeurs tiers. Parce que voilà, pour les attirer, ils avaient demandé des royalties moindres. Il y avait vraiment, entre guillemets, aussi une politique de communication qui était faite par NEC avec les moyens que NEC avait à l'époque. Donc voilà, on a vite été rassasiés en excellents jeux et surtout en éditeurs qui tenaient la route, parce que il y avait non seulement Hudson et NEC qui produisaient des jeux. Voilà, parce que NEC Avenue, comme tu parles de NEC Avenue, en fait, beaucoup de jeux, comme tu l'avais dit dans une de tes vidéos, Sega et beaucoup Capcom aussi étaient faits, mais par NEC Avenue. Ils avaient un super studio qui était vraiment doué, parce que toutes les conversions, tu vois souvent tous les jeux Sega, plein de jeux Capcom, il y a marqué NEC Avenue, notamment j'adore Son 2, tu dois connaître et qui est un jeu Capcom et qui est fait par NEC Avenue, et NEC Avenue ils ont assuré grave, parce que si les jeux étaient beaux aussi, c'était grâce à eux, parce que justement je sais pas si c'est pas à cause de Nintendo que Capcom par exemple ne faisait pas les jeux. Tu vois, ils donnaient la licence, mais ils faisaient pas le jeu, peut-être pour pas avoir de soucis avec Nintendo, qui était vraiment apparemment. Pour pas perdre leurs avantages, c'était surtout un petit peu le deal. Et c'est pour ça que Konami est arrivé très tardivement sur la console, parce que ils voulaient qu'il y ait une base suffisamment installée pour pouvoir se permettre une brouille avec Nintendo, puisque tu avais différents accords. Tu avais les historiques de Nintendo, ceux qui étaient là à la première heure, comme Hudson Soft, qui faisait partie des éditeurs entre guillemets. Qui faisaient partie des premiers soutiens de Nintendo et de la Famicom. Donc, eux avaient des avantages sur les royalties qui étaient plus intéressants que les futurs éditeurs. Et donc, Nintendo avait froncé les sourcils, avait dit attention, si vous nous trahissez, parce que c'était vraiment une question d'honneur, hein, si vous nous trahissez, vous allez voir ce que vous allez voir, lors du renouvellement de contrat, on va vous sucrer tous les avantages que vous aviez. Alors c'est vrai qu'ils étaient un peu timorés, c'était anti-concurrentiel. Aujourd'hui, ça ferait un procès, des histoires comme ça. Ouais, aujourd'hui, ça fait sûr.
Mais voilà, mais alors à l'époque, Namco qui était en brouille avec Nintendo a soutenu, mais alors vraiment très fortement NEC et Hudson Soft dans leur projet. Donc on doit aussi beaucoup à Namco parce qu'ils ont été là dès la première heure avec des titres comme Dragon Spirit ou comme Valkyrie. Valkyrie Legend, pour ceux qui connaissent. Il est génial, hein. Oh là, Valkyrie Legend. Si peut-être Biggie veut nous mettre une image, il est super. Hein. C'était un jeu d'arcade, hein, je crois, c'est ça, Valkyrie Legend. C'était un jeu d'arcade qui cartonnait. Là. Et donc, quand il est arrivé sur PC Engine, à côté de Dragon Spirit, à côté des autres titres de Namco, bon voilà, ça forcément, ça tout de suite, ils ont réussi à asseoir la réputation de cette nouvelle petite console. D'ailleurs, c'est le manga, je sais plus comment il s'appelle sur Netflix qui raconte l'histoire d'un gamin. Ice Core Girl, ouais. Et donc c'est très bien raconté parce que il raconte sa relation avec la PC Engine, comment il l'a découvert. Faut pas me spoiler, parce que je vais commencer bientôt. Ouais. Ah tu vas te régaler, tu vas te régaler, je pense. Hein. J'ai un ami qui arrête pas de me. Et quel jeu l'a vraiment motivé à l'époque, c'était un jeu Namco. Donc c'est vrai que c'est rigolo parce que nous, du côté entre guillemets français, c'était les jeux d'arcade qu'on voyait aussi convertis sur les Amiga, les Atari, les Amstrad. Comme moi, je l'ai acheté parce que je le connaissais sur ordinateur. Vigilant, c'est pareil. Mais les Japonais, quand tu regardes ce Ice Core Girl, tu vois qu'en fait, eux, ils ont un autre regard. Et forcément, ce sont les titres Namco qui étaient un petit peu les bulldozers. Après ils ont eu vraiment des exclus comme le Splatterhouse 1. Il existe sur la PC Engine. Voilà, Valkyrie no Densetsu. Il est beau. T'as vu c'était magnifique, hein, ouais. Et ça, c'est pareil, c'est un jeu, ça, c'est quoi, 90, un truc comme ça, quoi. Ça fait partie des premières salves, quoi, et enfin, des premières, vu que la console est sortie en 87, non. Mais voilà, c'est un jeu peut-être de 89-90, et moi, je l'ai découvert sur le tard, comme tu disais tout à l'heure, pour Bloody Wolf, et même sur le tard, en 2000 et quelques, je trouvais super, quoi. Clairement. Même aujourd'hui, on le voit graphiquement, il est beau. Il est propre, la maniabilité. Certes, mais... Voilà, mais la maniabilité est super. C'est un peu de... C'est pas que de l'action, ouais. Et là, tout à l'heure, tu parlais de Splatterhouse, qui fait partie aussi, comme tout à l'heure, on disait plein de jeux qui ressemblaient aux jeux d'arcade. Celui-là, il est très proche. Alors, pas aussi proche, mais franchement, quand t'as pas les deux côte à côte, tu vois, si tu mets pas deux écrans côte à côte, t'as l'impression de jouer à la bande d'arcade. Il est sublime. Une console 8 bits. Hein. Non, mais et là, pour Gunnet, j'ai retrouvé cette pub. Peut-être que ça lui dit quelque chose à Gunnet, cette pub, non? Je l'adorais. Ouais, Coconut, c'est ça. C'était un magasin à Paris, non, Coconut? C'était Boulevard Voltaire, ouais. Belle pub, ouais. Alors, on va passer la parole à Biggie. Est-ce que tu as possédé la console? Alors, moi, je l'ai possédé plus tard, mais à la base, au tout début, moi, c'est comme toi. C'est-à-dire que moi, j'avais mon meilleur ami, là, que j'ai fait venir dans un live sur les Versus, qui aujourd'hui est dans le domaine du jeu vidéo, puisqu'il est commentateur de tournois de Street Fighter V. C'est un ami proche à SNK, justement. On a lui en commun, je disais, Monsieur Garcin. C'est qu'en fait, KX, il commande des matchs pour SNK. Et donc, en fait, lui, il m'a passé la console. Comme on a commencé le jeu vidéo ensemble, il m'a passé la console et il m'a passé la console avec 3 jeux. Et le premier, c'était PC Kid. Donc celui-là, on en avait beaucoup entendu parler justement dans Micro Kids. Le plus vendu. On disait, voilà, c'était une espèce de killer app, etc. Voilà. Mais surtout le 2. Après, c'est le 2 qui a vraiment beaucoup buzzé aussi. Mais le 1, déjà, le 1 était plus vendu, je pense. Parce qu'en fait, c'était un espèce de mélange insolent avec un univers un peu mignonnet, mais en même temps un peu badass, parce que finalement, PC Kid, voilà, il est un peu badass, quoi. Il se laisse pas faire, et puis il met des coups de tête, etc. Et graphiquement, voilà, on avait des énormes sprites, beaucoup de couleurs par rapport à une Master System ou une NES. Et encore plus le 2, hein, putain, le 2. Ouais, et puis tu as des stages avec des scrollings différentiels, etc. C'était vraiment quelque chose de... Voilà, quand tu regardes la taille du dinosaure, etc. La tête. Ça fait très dessin animé, c'est ouf. C'était un petit dessin animé et tu avais justement tous ces effets d'eau quand le personnage rentrait, sortait dans l'eau. C'était vraiment très impressionnant. Donc c'est le premier jeu qui m'a marqué sur PC Engine, même si c'était un des jeux les plus connus en fait de la console. Et il y a un deuxième jeu qui m'avait beaucoup marqué dans le lot qu'il m'avait donné avec la console. Donc c'était Jackie Chan. Donc
Celui-là aussi. Là, au niveau graphisme, c'était vraiment ouais. un cran au-dessus, là. Hein. non, Ouais, là, mais c'était. vous vous rendez compte, il faut juste se dire que nous, on joue à la Master System et on est passé de la Master System à ça. C'est-à-dire que Ah ouais. sur Magnifique, une la boîte, en plus. console, pour remettre les choses dans leur contexte, une toute petite console avec des petites cartes. Donc c'était quelque chose. Pour moi, c'était. Je me suis dit, c'est un truc du futur. Mais moi, Ouais, c'est un stage bonus. c'était une bizarrerie du Japon, quoi. Je me disais, au Japon, ils sont dans le futur. Et nous, voilà, nous, on est encore au Moyen-Âge. Et du coup, ben voilà. Et puis, ce qui m'avait choqué à l'époque, la sienne, elle se branchait sur l'antenne. Oui, la première. Ah, il avait la vieille, ouais. La Et sienne, là, elle se ça, on branchait dirait un sur jeu l'antenne. Super Nintendo, là. On dirait un jeu Super Nintendo. Hein. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Et même sur Super Nintendo, c'est tard que tu as eu des jeux comme ça. Tu vois, avec des gros sprites comme ça, avec plein d'ennemis. La grosse, en fait, le détail, on voit, ils ont refait son nez. Enfin, c'est fou, le visage. C'était Non, un mais le dessin animé, visage. encore une fois. C'était un Ouais, dessin animé. exact. Et J'ai une anecdote, excuse-moi, avec ce jeu. À Canal+, une fois, je crois, il y avait Jackie Chan qui était invité, c'était à l'époque de Bonaldi, tu vois, pour les plus vieux qui connaissaient. Et à un moment, il présentait, il disait, bon, il y a Jackie Chan qui sort son nouveau film et tout, et il y a un jeu Jackie Chan. Et moi, j'étais trop content, ils vont parler de la PC Engine, c'est génial, à la télé, à Canal. Et en fait, ils ont montré le jeu de la NES. Parce qu'en même temps que celui de la PC Engine, il y a le jeu NES qui est sorti. D'accord. Et donc, ça a fait ascenseur émotionnel. Je dis, on va voir la PC Engine sur Canal+. Et non, ils ont montré le jeu NES. Et le troisième jeu qui m'avait filé avec la console, c'était Parodius. Donc, c'était marrant parce que c'était un petit shoot 'em up, un peu cute 'em up, comme on l'a appelé après. Et c'était cool parce qu'en fait, c'était Gradius, mais dans un monde mignon. Et le jeu payait pas de mine comme ça, mais il était d'une difficulté diabolique. À un moment donné, très commun sur cette console. Les shoots mignons, ça faisait partie un peu de la culture. C'est ça. Avec toutes ces petites voix mignonnes. Une fois, j'en ai parlé quand on a fait le souvenir Mega Drive. Mais il faut savoir que sur Master System, le peu de voix digites qu'il y avait, c'était l'enfer, quoi. Ah ouais. Genre, je parle souvent de Alex Kidd, The Lost Star. Au début, tu as une voix digitalisée Et Miracle World. Qui te donne un cauchemar, quoi. Quand tu l'entends dans une nuit, tu te réveilles en cauchemar. Et là, tu avais ça avec le chat. Le chat qui miaule, là. Je me souviens de la danseuse avec les jambes écartées. Ah ouais, comme ça. Et c'était quelque chose d'incroyable. Et celui-là, j'avais vraiment, vraiment aimé. Et il se jouait vraiment très, très bien. Mais moi, c'était le premier jeu mignon que j'avais connu sur PC Engine. Après, j'avais vu Ordine, etc., d'autres dans le même esprit. Mais c'était le premier également que j'avais, mais adulte, évidemment. Je dirais au début 2000 également. T'avais d'autres jeux, du coup, Biggie non, j'ai parlé de cela. Après, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a Ninja Spirit qui m'avait beaucoup marqué après par la suite. Et pour moi, c'était une killer app de la console. Hein. Moi, c'est un des jeux qui me faisait vouloir la console. Pareil il me semble que c'est IREM qui l'a développé, hein, Ninja Spirit. Et il y avait ce grain IREM que tu retrouves que dans les jeux IREM. Un pixel art vraiment particulier avec une couleur particulière. Et c'est quelque chose que j'aimais énormément. Et moi, très tôt, je suis tombé amoureux du style IRM. Et Ninja Spirit, ça a été un des premiers. Pour te dire, aujourd'hui, en arcade, j'y joue encore. Hein. Ah ouais, mais il est génial. R-Type, moi, c'est R-Type et celui-là, c'était chef-d'œuvre. Ouais. En parlant d'IRM, c'est vrai qu'il y a tu as eu Legend of Erotonma qui avait cette patte graphique d'IRM. Tu as aussi Mr. Ellie, un petit shoot'em up très, très mignon. Et pour l'anecdote, entre guillemets historique, une partie de l'équipe d'IRM est partie fonder, a rejoint, entre guillemets, l'équipe qui allait créer Metal Slug. Ouais, donc, NASCAR. Donc, c'est vrai que les puristes, entre guillemets, du pixel, etc., vouent une admiration toute particulière à cette génération de titres. Qui était hyper travaillé parce que Ninja Spirit, c'est de l'orfèvrerie, je veux dire, en termes de game design et autres. Les gens de Erotonma, c'est pareil. Alors, R-Type, je crois que c'était une autre équipe, c'était pas la même. Mais à partir de Mr. Ellie et puis tous les jeux qui ont suivi, franchement, chapeau, parce que c'était des jeux, à chaque fois, c'était un émerveillement quand on voyait un jeu ARM. In the Hunt sur Saturn. Faut savoir juste, In the Hunt, mais faut savoir juste que les pixel artistes d'IRM, c'est eux qui ont fait King of Fighter 94 et 95. Ah ouais? C'est eux, bien sûr. Les deux coffres. Et donc en fait, ils faisaient les King of Fighter et le soir après, à côté, ils faisaient alors parce que j'avais lu qu'ils faisaient. En fait, SNK ne voulait pas vraiment produire
Metal Slug, et eux, ils le faisaient en plus. Donc, les mecs, ils se tapaient des journées de boulot sur King of, et après, ils rentraient chez eux, et ils bossaient pour ce projet. C'est assez Je parle des 2 premiers épisodes. C'est pour ça qu'après, il y a une espèce de rupture. À partir du 96, il y a une rupture. Et déjà, il y a une rupture au niveau du graphisme. C'est que ça a beaucoup changé après. Mais c'est à cause de ça, parce que c'était les pixel artistes de ARM. Mais ils ont bien lancé le truc, quoi. Voilà, parce que 96, c'est la sortie de Metal Slug. Ouais. Voilà. Non, mais je comprends que M. Garcin aime la PC Engine parce qu'il aime bien tout ce qui est petits détails, etc., subtilité. Ouais. C'est vrai qu'on est quand même bien servi sur cette bécane. Alors, pour ma part, ça va être beaucoup plus court. Je vous ai déjà un peu raconté mes premiers instants avec la console. On me l'a prêté. J'ai eu la chance d'avoir 1 mois la console chez moi, avec très peu de jeux, certes, mais du coup, j'en ai profité. Et il y avait dans ces jeux le Street Fighter 2 Prime. Et alors moi, je vantais toujours les mérites de la version Mega Drive que j'avais connue, avec laquelle je pouvais jouer quand je voulais, donc c'était une particularité contrairement à la version SNES. Et j'avais été quand même sacrément scotché de cette version. Je sais pas, si on devait donner un classement entre cette version, la version Street Fighter 2 Turbo SNES et la version Street Fighter 2 Prime Mega Drive, beaucoup la placeront, je pense, en premier. Je sais pas votre opinion dessus, mais... Je quand même pas... Ouais, les musiques peut-être aussi étaient un petit peu moins bien, par exemple, que celle de la Super Nintendo, peut-être. Ça pêchait pour ça. Mais quand regarde la console d'où elle part, de 1987, quand même. Tu vois les premiers jeux qu'il y a. Regarde les premiers jeux qu'il y a. Bon, même s'ils sont beaux, et tu compares à ça, mais le nombre de couleurs qu'il y a à l'écran, même là, j'hallucine, quoi. Le dégradé de violet, de mauve, les détails des sprites. C'est un exploit technique. Tous les magazines à l'époque, ils avaient halluciné et ça te donnait envie. Tu vois, tous les magazines, ils étaient dithyrambiques avec cette version. Et d'ailleurs, la cartouche est plus épaisse. Parce qu'elle fait quoi? Ça fait, je sais plus combien elle fait de mégas, mais elle est beaucoup plus grosse que la plupart des autres cartes. Je crois qu'elle fait 20 mégas. 20 c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans une boîte double. Ouais, attends, c'est double boîte en fait. Exact. Un peu comme les boîtes méga CD. Hein. Hop, ouais, voilà. Et voilà, en fait, donc ils avaient fait une grosse notice là, et c'est vrai que la cartouche, elle a, vu que je l'ai là, on va vous montrer. Elle est, je sais pas si on le voit. Oh, on le voit peut-être pas. Ouais, on voit un peu. Il y a une légère bosse. Ouais, voilà, il y a une bosse, là tu le vois bien, tu as une bosse, et voilà, toute la puissance est dans cette bosse. Ouais. Il faut se dire que c'est un jeu U-Card. C'est juste, il faut. Ah bah oui, surtout ça. Pour moi, alors moi je suis un peu un puriste de la SNES, mais je vais défendre plus la SNES parce que pour moi, c'est la meilleure version des consoles de salon. Je vais pas parler de la version X68000, mais je vais parler de la version SNES, des consoles de salon. Et pour moi, c'est la SNES. La deuxième version, c'est celle-ci. Et la troisième version, c'est la version Mega Drive. Parce que les voix dans la version PC Engine, elles sont supérieures à la version Mega Drive. Il y a ce petit côté des musiques qui sont moins bonnes que sur SNES. Et par contre, les sprites sont légèrement plus petits. Légèrement. Très légèrement, c'est pas... Oui, ça saute pas aux yeux. Voilà. Mais c'est pour ça que pour moi, la version SNES, elle est au-dessus. Mais ceci dit, elle a un grain. En fait, elle a un grain au niveau de ses couleurs qui, pour moi, en fait, la palette est mieux choisie que sur la version SNES. C'est beau, hein. C'est beau, voilà. Putain. C'est-à-dire la palette de couleurs est plus proche de celle de l'arcade. Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, après, oui. La Super NES n'a pas cette version-là. Non, c'est vrai. Bien. Street Fighter 1. Et non, mais moi, je veux réhabiliter Street Fighter 1 parce que tout le monde chie sur ce jeu. Moi, je peux vous dire qu'en arcade, il m'a traumatisé. D'ailleurs, j'ai vu la version PC Engine. C'est vrai. Moi, ouais. Alors, quand tu dis que tu as trouvé ça incroyable en bande d'arcade, moi je l'ai vu à l'époque, j'avais pas aimé, pourtant je l'ai vu genre en 90. Oh là là, c'était raide, c'était injouable. Tu te faisais démonter par le gars, quoi. C'est pas le problème qu'il soit raide, c'est l'aspect technique, c'est-à-dire que c'était un des premiers jeux de Versus où tu avais des grands personnages comme ça. Et tu pouvais jeter des boules de feu. Il faut se calmer 5 minutes. C'est-à-dire, il est sorti. Ça bougeait en manière saccadée, en fait. On avait vraiment. Ça, non, mais, voilà. Mais jeter des boules de feu, pour moi, c'était un rêve. Pour moi, j'avais jamais vu ça dans aucun jeu. Ouais. Moi qui aimais Dragon Ball, c'est-à-dire qu'on voyait ça, ou un bonhomme jeter des boules de feu, c'est la première fois. Bah oui. Non, mais c'est vrai. Alors, on n'a pas parlé des manettes, tout de même. Donc, la console bénéficie de différentes manettes, pas de 3 boutons, 6 boutons, etc. Des sticks aussi, des sticks arcade. Moi, à l'époque, je l'ai connu j'ai eu la chance d'avoir directement les pads 6 boutons. Ah oui, parce que voilà, ce qui est bien, c'est comme il y avait
C'était excellent ça. On pouvait, comme il y avait beaucoup de shoots and up, hop, tu pouvais mettre les boutons turbo, voilà. Mais il y avait que 2 boutons, pardon. Et donc pour Street Fighter 2, comme tu le dis, il fallait la manette 6 boutons. Jouer avec ça, c'est l'enfer, c'est pas la peine. Ouais. Moi, j'ai eu cette chance, mais j'ose imaginer que c'était compliqué, un peu comme sur Mega Drive. C'était aussi compliqué avec la manette 3 boutons. Mais NEC Avenue avait sorti une sorte de package avec la NEC Avenue Pad 6, justement. Donc, tu avais aussi la NEC Avenue Pad 3 avec 3 boutons qui permettaient déjà de faire pas mal de choses. Pour Forgotten World, d'ailleurs. Ouais, voilà, exactement. Et puis là, ils avaient récidivé avec cette version de Street Fighter. Donc, bon, souvent, les gens achetaient le bundle, en fait. Donc, ils n'ont pas vraiment souffert à l'époque des 2 boutons. Mais sinon, c'est vrai que c'était compliqué. Et puis, en tant qu'adulte, par la suite, je m'étais acheté le stick Ori, là. Le gros stick assez lourd, hein, très lourd même. Et puis, ouais, je vois. Je me faisais plaisir avec ça. Bon, du coup, en tant que gamin, à ce moment-là, j'ai eu le Street Fighter 2 Prime et j'ai eu le fameux shoot Dragon Spirit, le dragon. Ah, excellent. Alors, niveau shoot, à ce moment-là, au moment où j'ai découvert, il y avait déjà Thunder Force 3. Il était déjà d'actualité. Mais dans mon esprit, je ne comparais pas. Pour moi, on m'a prêté une console on me disait c'est une 8 bits. Et je vois ça et je dis c'est pas possible. C'est clairement pas possible. Et ce jeu-là, il a fait fureur. Hein. Il a fait fureur, ce jeu. En arcade déjà. En arcade, et puis cette conversion, elle s'est très bien vendue. On parlait de PC. Et c'est pas pour rien. Il fait partie des classiques de la console. À l'époque, voilà, quand il est sorti, c'était le shoot. Par excellence, quoi. C'était vraiment dans les familles de l'époque, c'était. Ils prenaient pleine page de pub pour justement promouvoir Dragon Spirit. Hein. C'était aussi un porte-étendard de la PC Engine. Parce que voilà, c'est ça. C'était très populaire au Japon. Chez nous, ça l'a été un peu moins, mais c'était quand même un titre fort de Namco. Et il a eu une suite, hein, d'ailleurs, hein, sur PC Engine. Mais bon, voilà, c'est quand même un titre qui a marqué les débuts de la PC Engine. Ouais. Qui m'a marqué et qui a marqué effectivement l'univers de la PC Engine. Par la suite, je me le suis acheté, évidemment, quand j'ai recommencé à collectionner. Début 2000, je me suis dit, mais non, il me le faut. J'ai eu la chance. Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué à quel moment j'ai eu la console. Hein. J'ai acheté d'abord la toute première version de console. J'avais eu aussi une version américaine qui s'appelait TurboGrafx 16, je crois, de souvenir. Ah ouais, elle était moche, hein. Oh là là, t'as vu celle qui est en long, là, comme ça, là? Que j'avais revendue. Et plus tard, j'ai eu la Duo. Alors, il y a 2 duos. Il y a la Duo R. Alors, il y a la Duo tout court. Non, il y a la 3. Il y a la Duo tout court, qui est noire. Après, tu as la Duo R qui est grise. Et après, il y a la Duo RX qui est derrière, qu'on voit là. Voilà. Alors, moi, j'ai la Duo R que je me suis gardée jusqu'à aujourd'hui. Alors, est-ce que tu connais, Monsieur Garcin, un peu les différences entre les 3 versions? Il y en a une qui non, il y a eu pendant un moment, avant que Internet soit vraiment répandu, c'est vrai qu'on pensait souvent qu'avec la Duo RX, on avait l'arcade card à l'intérieur, mais elle n'y est pas en fait. Donc en fait, il y a à la base, c'est vrai on va faire vite là. À la base, c'est un peu complexe. Je pense que le grand public. Ouais, je sais pas si. Ouais. À la base, le CD-ROM, c'était là. Voilà. Donc on avait notre petite Core Graphics là. Hop. Je fais Bonaldi. Donc on avait notre petite console Core Graphics et hop, paf, ils sortent le CD-ROM, la première console CD-ROM au monde. Ouais, c'était ouf. Mes potes à Nice, quand ils l'ont eu, ils m'ont dit mais nous on est dans un autre univers, maintenant on joue avec des jeux CD. Ouais. Et les musiques et tout. Donc tu mets ta petite console, c'est génial, hein. Plaque à côté et tu bénéficies donc d'une console CD-ROM. Et donc il y avait ça. Après ils ont fait la Duo. La Duo c'était cette console, donc la PC Engine plus ça, mais en une seule. En une seule, tu n'avais pas besoin d'avoir la PC Engine 1, tu achetais une console et tu avais ça. Et en plus, alors c'est vrai que c'est très long, en plus c'était une version 2.0 de celle-là. Elle acceptait certains jeux, après les jeux Super CD-ROM, que celle-ci n'acceptait pas. Celle-ci, pour qu'elle les accepte, les jeux Super CD-ROM, je vais vous raconter des anecdotes à cause de cette carte. Ouais. Il fallait la carte. Donc ça, c'était la Duo. Et ensuite, ils ont fait la Duo R, qui avait une manette 6 boutons. Alors, je vous la conseille pas, la manette 6 boutons, elle est vraiment pas terrible. Et elle était un peu moins chère, apparemment, c'est ça, Gunhead. Elle était un peu moins chère parce que je crois qu'il y avait il y avait des petits trucs en plus, je crois. Tu peux pas mettre le casque. Je crois que sur la Duo normale, la Duo, tu peux mettre la prise du casque, oui, t'as raison. Ouais, voilà. C'était un modèle un peu moins cher. Hein, c'est ça, tu valides? Ah oui, attention, c'est des histoires de coûts de production. Hein.
Mais est-ce que la manette 6 boutons, c'est que pour la RX d'ailleurs, je crois. C'est que pour La la R, elle a une manette de. RX. Voilà, c'est ça. La Duo Et donc, R, ce qui différencie la Duo R de la Duo RX, c'est juste la manette, je Juste crois, la manette. apparemment. C'est ça, Donc, donc c'est c'est pas la possibilité de. La Duo RX a une regarder manette super qui est similaire à celle de la PCFX. Très mauvaise. Je vous la conseille pas. Injouable. Moi, j'ai essayé de jouer. Injouable. Ah ouais, enfin bon. Moi, ouais. je l'ai bien connu à l'époque, la PCFX. Hein. C'était des dessins animés en mode. Ouais, Beau, mais vite ennuyeux. Beau, mais vite ennuyeux. Ils ont pris la même manette et l'ont mis sur la RX. Mais Ça. bon, voilà, c'est pas une bonne idée. Alors, du coup, moi, je me suis acheté par la suite ces consoles. Et puis, très récemment, quand je dis très récemment, c'est la semaine dernière, j'ai eu la chance de me procurer la console portable, la GT. Qui est totalement géniale. Hein. Alors, j'imagine à l'époque, ça devait être. Parce qu'elle est sortie en même temps que la Game Gear. Voilà. Ouais. Donc, voilà, l'écran, déjà, au niveau de la résolution. Alors, je ne me souviens plus exactement la résolution. Je crois que c'était 512 par 300 et quelques. C'était énorme par rapport à une Game Gear. Et. Même la luminosité, la fluidité de la matrice, ça n'avait rien à voir. C'est dommage que je ne l'ai pas connu à l'époque, en fait, que je l'ai connu, mais je ne l'ai pas possédé. Moi, je faisais le beau, je mettais Street Fighter dessus. Je faisais le malin. Tu vois, Street Fighter, t'avais l'impression c'est l'arcade. Je sais pas si c'est très pratique. Ouais, Non, c'était nul. Mais c'était juste pour montrer aux gars, regarde, t'avais une borne d'arcade, t'avais l'impression d'avoir une borne d'arcade dans tes mains. C'était insane, comme on pourrait dire. Moi le jeu de la frime sur la GT, c'était Outrun, dont tu as parlé tout à l'heure. Ah ouais. Outrun dessus, Tu mets les musiques à fond, là. D'ailleurs, il y a la version Outrun de. Ah, ben mais là, d'ailleurs, il a fait une très bonne, pour ceux que ça intéresse, il a fait une superbe vidéo, je me suis régalé vraiment sur Outrun, toute la saga Outrun, mais ces vidéos, tu dois passer un temps fou, tu mets combien de temps pour faire ça? Ah bah écoute, ça met entre une semaine et 15 jours. Donc, ah ouais, parce que tu vas chercher plein de trucs, plein de pubs, plein d'extraits, d'images de l'époque, enfin je me suis régalé. Ouais. Toi aussi, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais actuellement, il y a aussi la PC Engine Mini, que j'ai découvert, alors évidemment dans les magazines, etc. Mais réellement en regardant la vidéo de Ganed sur ça, justement, où il présente toute la ludothèque. Et j'ai découvert certains jeux. Hein. Il y a certains jeux de cette PC Engine mini que je ne connaissais pas. Il y a beaucoup de bons jeux. Hein. Oh là là, pour moi, c'est une des meilleures mini. Non, c'est la meilleure mini. Hein. Ça, moi, Après, il y a 50 jeux, je crois. Alors ça, là, pour moi, le Outrun, celui-ci, il est en dessous de la version Mega Drive. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas en tête la version Mega Drive. Pour moi. La voiture est plus grande sur la. La nostalgie doit rentrer en considération. Mais, oui, puis moi, j'ai pas connu la version Mega Drive. Moi, je suis passé de la Sega Master System à la version PC Engine. Ah ouais, non, mais là, ouais. Il y en a plusieurs hein, sur Master System, mais aucun rivalise avec ça. Ah oui, non, voilà. Mais il était super fluide, hyper jouable. Voilà, peut-être que la voiture est un peu plus petite alors que sur la version Mega Drive, mais il était bien. Non, clairement. Et du coup, le dernier jeu que j'ai connu gamin entre guillemets grâce au prêt de la console, c'était un jeu de flipper que j'ai présenté d'ailleurs au moment de mon achat de la GT, le Devil Crash. Très bon jeu. Ouais, excellent. Ouais. Très bon jeu au niveau du rythme, au niveau de l'ambiance, etc. Et surtout, ça me rappelle les souvenirs, cette époque-là. Du coup, pour moi, c'était une obligation de me le racheter en tant que jeune adulte. Donc, je me l'étais racheté également début 2000. La plupart de mes jeux, d'ailleurs, sur cette console, ont été achetés en gros entre 2000 et 2005. Ça fait bien 15 ans que j'ai pas acheté un jeu, je pense. Bon, j'ai ma petite ludothèque. Rien à voir avec la bonne période. C'était la bonne période pour les acheter, J. C'était la bonne période pour les acheter. Parce que là, maintenant, deux fois plus cher. Ouais. Et c'était la guerre la guerre, tu vois ce que je veux dire, entre la version PC Engine et la version Mega Drive. Les deux sont excellentes et c'était, mais quelle est la meilleure Et les deux sont très bonnes. Et c'est vrai, quand tu te dis, putain, la PC Engine, elle fait aussi bien. Le jeu est fun, les musiques sont géniales. D'ailleurs, il existe aussi sur Mega Drive, celui-là. Ouais, mais c'est ce que je disais, c'était la guerre, tu vois, entre les deux. Qui est le meilleur C'est pas Dragon Fury, c'est. Ouais, il s'appelle Dragon's Fury. Dragon's Fury, c'est ça. Ouais. C'est Dragon's Fury, pardon. Dragon's Fury. Mais moi, en fait, j'ai trouvé que ces jeux-là de flipper, à la base, moi, je préférais jouer sur un vrai flipper, mais ce jeu-là, c'est l'exception. C'est-à-dire que c'est un des meilleurs flippers en console qui existent, parce qu'ils ont eu de très très bonnes idées comme ça de mettre des personnages animés. Ben oui. En fait, ce qui était fort dans le jeu, en fait.
Et ce qui était fort, c'est qu'ils ont fait ce que tu dois aimer, j'imagine, Biggie, c'est que c'est les choses que tu ne peux pas avoir dans un vrai flipper. Dans Tu un peux dire, je flipper. préfère un vrai flipper, mais il y a certains trucs que tu ne peux pas faire dans le vrai flipper, et là, ils l'ont fait. Donc, c'est vrai que c'est les bonus stages. Des fois, tu rentrais dans un truc, paf, ça changeait l'écran. Ouais, Tu te t'es retrouvais dans dans un autre truc, monde. tu devais Ouais. battre un boss, tu vois, tu avais une espèce de monstre, comme c'était un boss qu'il fallait battre. Enfin, c'est vrai qu'ils ont réussi à faire. C'est entre un shoot 'em up et un flipper, en fait. Alors, c'est ça. C'était vraiment très innovant à l'époque. Ils se sont bien servis de l'idée, quoi. Alors, après, en tant qu'adulte, quand je dis adulte, c'est grand adulte, vous avez eu l'occasion, je pense, Monsieur Carcin et Guenette, de s'intéresser plus en détail au niveau de cette console. Est-ce que vous avez quelques jeux en tête à nous conseiller? Ouais. Quelques jeux peut-être moins connus que vous avez connus grâce à votre esprit de collectionneur rétro gamer? Alors moi j'ai Ouais. des jeux mais j'ai des anecdotes surtout Des parce que anecdotes? donc on est un truc assez fou quand même qui s'était passé. Donc moi je venais d'avoir ma console à Noël en 91, c'est ça. Non, c'était Noël 91, je viens d'avoir la Super Graphics. Et en 92 dans Joypad, ils sortent un article comme ça. Moi je viens d'avoir la console, je suis dégoûté, il y a marqué NEC la fin, tu vois à peu près. Et donc après c'est un article surtout qui parle des États-Unis. Parce qu'en fait, ils avaient essayé d'implanter la console aux États-Unis et ça n'avait apparemment pas bien marché. Et donc, tu vois cet article, mais l'article était assez assassin. C'est genre, il disait NEC la mort aux États-Unis, mais c'était genre, ouais, la console, on ne sait pas trop ce qu'elle va devenir, tout ça, patati patata. Bon, inquiétant. Après, apparemment, ils ont dû recevoir des tonnes de lettres, même peut-être Sodipeng qui les a contactés, qui leur a dit, mais qu'est-ce que c'est quoi cet article, vous dites n'importe quoi. Donc, ils font un article 1 ou 2 mois après, NEC le renouveau. Mais dans cet article NEC le renouveau, ils disent oui la dernière fois, ok on est peut-être allé un peu fort et tout, mais on continue de dire que les cartouches vont s'arrêter. Donc en 92 et ils te disent ça va être que les jeux CD et c'est l'article qui est là, il est fou hein, et les cartes vont s'arrêter. Moi je viens d'avoir une Super Graphics les gars et on me dit les jeux ils vont s'arrêter. Je suis dégoûté. Donc quelques mois après, le petit malin que je suis, après bon, j'avais trop peur, j'ai échangé malheureusement ma Super Graphics contre une Mega Drive. Parce que je me disais putain ça va s'arrêter et tout. Moi j'ai pas le CD-ROM. C'est parti de l'histoire. Ouais, je me suis dit j'ai pas le CD-ROM. Si Joypad ils me disent qu'il va avoir plus que des CD-ROM, ma console, bon, ce que je savais pas c'est qu'il y avait 250 jeux quand même qui existaient sur la console. Ouais. J'aurais pu y jouer pendant 10 ans, tu vois, mais bon, à l'époque quand t'es jeune, tu veux les nouveaux jeux, tu vois, enfin bon. Et donc, du coup, j'ai échangé ma Super Graphics. Et heureusement, ça, c'est la vie qui fait ça. J'ai un voisin qui a mon âge, qui est mon super pote, et il a un copain à lui qui, donc, au Noël 92, j'apprends qu'il vend, en fait, le mec au grenier, il me dit, ouais, j'ai une console, je m'en sers jamais. C'était celle-là. Le gars, en fait, il avait le CD-ROM, où c'est qu'il a mis le CD-ROM dans son grenier, il y jouait pas, genre, il me dit, ouais, j'y joue plus, je joue un peu, mais tu vois, il devait pas savoir où acheter des jeux, c'était pas un passionné. Donc, il me dit, j'ai ça. Je m'en sers pas, si tu veux, je le vends. Et en fait, je pense que le gars, c'était la sortie de la Super Nintendo. Et il me semble dans mes souvenirs qu'il voulait s'acheter la Super Nintendo en France, mais ça, il avait plus rien à foutre. Le mec, il voyait Street Fighter 2, Mario. Tu vois, c'était pas son truc. Ça, il savait même pas. Il avait 2 jeux dessus, parce qu'il 2 jeux, c'est tout. Et donc, il me l'a vendu pour vraiment pas cher. Heureusement, j'avais des sous de côté, comme disait tout à l'heure Gunhead. Tu vois, pareil, moi, des sous des anniversaires. Je crois que je venais de faire il y a pas très longtemps ma communion. Donc, je crois que pratiquement quand tous les. Ça, c'est celui-ci vraiment ou? Et malheureusement non, parce qu'après je l'ai échangé contre Super CD-ROM 2. Bon, ma vie est compliquée, mais je l'ai récupéré. Mais du coup, j'ai réussi à avoir ça, mais du coup, j'ai pas pu le dire à mes parents parce que j'ai acheté ça en douce, tu vois, avec les sous des anniversaires et de la communion. Donc j'ai acheté ça, mais je le cachais, je sortais que quand mes parents étaient pas là ou entre midi et 2, tu sais, je mangeais chez moi, il y avait pas mes parents, j'y jouais. Et ce qui était génial, c'est que là, on l'a pas montré tout à l'heure, en fait, tu pouvais enlever ça et ça te faisait un lecteur CD, alors pas transportable, mais alors pas portable mais transportable, c'est-à-dire qu'il fallait le brancher à un secteur. Mais je me rappelle la nuit quand tout le monde dormait, je me mettais dans mon lit et j'écoutais les musiques de ce jeu qui m'ont marqué à vie, un jeu que j'ai eu avec, c'est Ys. Donc j'ai eu Ys, c'est Ys 1 et 2, en plus ce qui est bien c'est qu'il est en anglais, là c'est la version anglaise. Et les musiques pour moi, ce sont les meilleures, je pense que Gunhead aussi, hein. Ah, lui, il est en japonais, voilà. C'est parmi les meilleures musiques et je passais mes nuits comme ça avec le Walkman, ma petite PC Engine à côté et c'était fou. Donc je venais d'avoir enfin le CD-ROM là. J'ai eu celui-là. Celui-là, si tu veux montrer une image, Biggie, L10, c'est L10. Tu tapes L et après plus loin DIS. C'est le premier shoot que j'ai eu sur CD-ROM.
Au tout début, quand j'ai joué, il y a juste un petit détail. Tu vois, tout à l'heure, tu me disais, ah, toi, t'aimes les détails ou quoi. C'est vrai qu'il y avait un truc qui m'avait déçu. Je me dis, putain, on est sur CD-ROM. Le vaisseau, quand tu le diriges, le shoot est super beau. Mais quand tu diriges le vaisseau, il ne bascule pas. Tu vois? Quand tu montes et quand tu descends, le sprite, il reste le même. Et j'étais étonné, je me dis, mais il était beau, mais regarde, tu vois, le vaisseau, voilà, il n'y a pas d'animation quand il va en haut, il n'y a pas d'animation quand il va en bas. Et juste ça m'avait déçu, mais le jeu, il a des musiques aussi, il a des musiques, mais elles sont, on dirait des musiques de dessin animé, et là, regarde, tout l'écran vient de se figer en gris, t'as le boss, ça fait vraiment comme les Sentai, ou comme il y avait Wingman à la télé de dessin animé, c'est-à-dire quand tu combats le boss, tout est sur pause, on voit, c'est pour ça que tout est en blanc, enfin, il y a un côté dessin animé japonais. Ouais, et le jeu est très dur, mais il est génial. Tu combats des boss géants. Alors ça, pareil, comme tu disais tout à l'heure aussi, et c'est un cute them up, on va dire, mais il est excellent. Enfin, le jeu est splendide, donc j'ai commencé par ça au niveau du CD-ROM. Et l'anecdote, voilà, on en parlait tout à l'heure, l'anecdote un peu embêtante pour moi, c'est que je voyais les tests dans les magazines, ils parlaient de super CD-ROM. Et moi, je me disais, mais j'ai un CD-ROM. J'avais appelé une boutique de jeux vidéo à Marseille. Et je lui ai dit, pour jouer aux jeux super CD-ROM, il y a besoin de quelque chose de particulier. Je peux y jouer sur ma console CD-ROM. Et là, je me rappelle, la dame, la gérante, elle m'a dit, oui, bah, si c'est la PC Engine, oui, vous pouvez jouer, il n'y a pas de problème. Moi, je me dis, OK, pas de souci. Donc, quelques temps après, je me commande en fait, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Hein, on commandait à la fin des magazines, il y avait des petites annonces. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de contacts qui se sont faits comme ça. Donc, je commande les jeux les mieux notés. Moi, j'étais fan des Shoot 'em Up. Je commande les jeux les mieux notés dans les magazines, c'est-à-dire Gate of Thunder, qui est, voilà, bon, on va pas en parler 2 heures, qui est un chef-d'œuvre du Shoot 'em Up. Moi qui étais fan de Thunder Force 3, ça, c'est un peu le Thunder Force 3 bis, on va dire, parce qu'il y a eu un 4, hein, mais c'est un nouveau Thunder Force 3. Oh, il est à jouer, c'est réel. Les musiques, d'ailleurs, Gunhead, il m'a fait plaisir, il le sait pas, mais Gunhead a fait une vidéo sur mon bouquin. Et il a mis les musiques de Gate of Thunder. Et tu pouvais tuer les amis, tu savais pas, mais tu as mis ces musiques-là. Et moi, quand j'ai vu la vidéo il parlait de mon bouquin, il y avait Gate of Thunder, les musiques. C'était le meilleur truc qui m'est arrivé dans ma vie, presque. Donc, Gate of Thunder, j'adore, on voit les hordes de vaisseaux ennemis derrière, là. Il est d'une fluidité, incroyable. Les musiques, elles sont épiques, assez, c'est du rock. Pas du hard rock. Ouais, si, c'est du hard rock. Ouais, c'est du hard rock à fond les ballons. Le premier niveau commence doucement. Là, au niveau des graphismes, tu peux te dire, c'est tout noir au fond. Bon, après, il y a des stages hyper variés. Bon, là, c'est tout noir au fond parce que tu as un vaisseau qui fait 10 écrans de large. Ouais, mais voilà, c'est ce que je veux dire, les sprites. Qui t'arrive dessus, voilà. Et donc, en fait, je m'achète ce jeu. Je m'achète Star Parodia, qui a un de mes shoots verticaux, cette fois-ci préférés. Je les mets dans ma console. Et là, je vois un petit bonhomme ou une petite animation et je comprends que ça marche pas. Après, j'enquête un peu, je me renseigne, et en fait, on me dit, mais non, ça ne marchera jamais, puisqu'il te faut le Super System Card. Et le Super System Card, il valait l'équivalent de 700 francs à l'époque. Tu vois, 700 francs, c'était le prix de Street Fighter 2 en France, non, quand il est sorti, un truc comme ça, je sais plus. 700 francs, c'était énorme. Et moi, le problème, c'est que j'avais mis tous mes sous. Moi, j'ai mis tous mes sous là-dedans. Donc c'était foutu, je pouvais pas acheter ça. Et donc j'ai dû attendre, j'avais récupéré ça, admettons, en début d'année, je sais pas, admettons, c'était vraiment, c'était à peu près pour mon anniversaire, je pense, en avril, et j'ai pu avoir ça à Noël. Donc les gars, j'ai poncé les musiques et la notice, j'ai passé 8 mois, j'ai écouté les musiques, et ça tombe bien parce que vraiment, je vais vous dire, vous pouvez taper dans YouTube OST pour ceux qui n'ont pas les jeux Star Parodia, Gate of Thunder, je pense, c'est parti. C'est 2 OST magnifiques et donc je les connaissais par cœur. Quand j'ai lancé les jeux, c'était ouf. Mais voilà, donc ça, PC Engine, tu vois, c'est vrai que souvent on dit oui, c'est pas très clair, il y a beaucoup de consoles. Ben là, ouais, moi j'achète une console, je commande 2 jeux, je peux pas y jouer. Heureusement, il y avait des très bons jeux CD-ROM que je n'avais pas. Et donc, pour patienter, il y avait des jeux CD-ROM pas chers. Donc, j'ai pu, à l'époque, ça valait rien. Maintenant, il vaut plus de 100 €, je crois. Spriggan, je me suis procuré Spriggan qui valait vraiment rien. Je me suis procuré du Ping Pong World qui est Pang, qui valait rien. Ça, c'était un des jeux les moins chers. Vraiment, ça valait peut-être maintenant l'équivalent de 10 €, tu vois, à l'époque. Donc, je me suis acheté des petits jeux pas chers en attendant de pouvoir m'acheter le System Card et de jouer à Gate of Thunder et Star Parodia. Après, sur CD-ROM, il y a quelques jeux assez il y a Cobra, je crois, qui existe. Mais injouable pour nous, si on ne parle pas japonais. Voilà, il y a certains jeux qui sont vraiment japonais dans leur univers. Mais bon, on a quand même la chance d'avoir cette ludothèque. Spriggan, il le montre parce qu'il le sait peut-être. Hein, il le sait que c'est un des meilleurs shoots verticaux de la console. Donc, j'ai rien dit, il a montré. Ce jeu-là, c'est un de mes shoots verticaux préférés, parmi mes shoots verticaux préférés, toutes machines confondues. J'ai eu ça, c'était ma tête, elle a vrillé. Il y a un niveau où il y a de la lave qui est magnifique, le boss.
Si vous voyez le boss du niveau où il y a la lave, j'étais chez moi, je me disais, mais on dirait un sprite Neo Geo. Si vous le regardez là maintenant, encore, vous allez voir, on dirait un sprite Neo Geo. C'était beau, c'était fluide. Le jeu, j'adore parce que c'est du médiéval fantastique. Comment on pourrait dire, techno médiéval fantastique, c'est ouf. C'est un mélange de technologie et d'armure. Et c'est le système d'armes le plus fou au monde. Je ne sais pas si vous le connaissez, le système d'armes. Il est fou. En fait, tu as 3 boules de couleurs. Et selon les boules, tu as plein de couleurs. Tu vas avoir peut-être 4 ou 5 couleurs. Tu as 3 emplacements pour mettre les boules de couleurs que tu ramasses. Et selon les codes couleurs que tu fais, ça fait une arme différente. Il doit y avoir peut-être 20 armes différentes, 20 ou 30 armes différentes. Si tu mets exactement 2 jaunes, un rouge, ça fera pas pareil que un jaune, un rouge, un jaune. Vert, enfin, et ce qui est génial, c'est que tu peux te débarrasser de ces options que tu as récupérées. Ça fait des méga bombes. Donc quand tu te dis, mince, j'ai jaune, rouge, jaune, ça me va pas, tu lâches une méga bombe, bam, et tu récupères une autre couleur. Voilà, ce jeu est pour moi un chef-d'œuvre de la console. Pour moi, quand j'entends shoot 'em up, franchement, je pense à cette console en priorité. Saturn Jap et cette console. C'est les 2 consoles qui m'ont vraiment marqué en termes de shoot 'em up. Des shoot 'em up mignons, des shoot 'em up sérieux, il y a de tout. En fait, on est vraiment bien lotis avec cette console. Ah ouais. Gunhead, est-ce que tu as 2-3 jeux peut-être qui sortent un petit peu de l'ordinaire je vais rebondir un petit peu sur ce que dit M. Garcin parce que Spriggan, c'est un petit peu la suite spirituelle de Gunhead. Quand Gunhead est sorti, faut se remettre dans le contexte de l'époque. Hein, je veux dire, les jeux. Moi, j'avais Power Strike sur Sega Master System. Master System, oui. Je l'avais aussi, il était dur. Hein. Oh là là. Et Gunhead, à l'Est, ouais. Et Gunhead, ça a été fait par compile. Ouais. Donc, pour le compte du Sunsoft. Mais quand j'ai vu la différence, c'est-à-dire là, tu as des digits vocales toutes les 5 secondes. Chaque fois que tu prends un item, paf, tu as une digit vocale. Et surtout, non seulement tu as un scrolling vertical complètement fou, mais en plus, tu as aussi un mini-scrolling horizontal qui te permet parfois de te sortir d'une situation difficile quand tu reçois des tonnes de boulettes. Donc, moi, j'avais été impressionné par Spriggan parce que, comme l'a dit M. Garcin, c'était un simple jeu CD-ROM. Et tu te disais, mais vraiment, les gars, ils l'ont optimisé aux petits oignons. Enfin, c'était fantastique. Oui, c'était pas dès le super départ, CD-ROM. Moi, dès le premier niveau, tu vois les petits bonhommes qui courent. Parce que tu survoles le château et tu les vois courir et tout. Et ça, c'est le souci du détail qui fait plaisir. Parce que quand tu es passionné, c'est des petits détails anodins, mais qui sont complètement dingues. Et donc, moi, alors pour l'anecdote, effectivement, j'avais eu la PC Engine blanche et je voulais le CD-ROM. Donc, je l'ai eu l'été, puisqu'en fait, au mois de juillet, j'ai bossé dans une halle aux chaussures. Je sais pas si ça existe encore comme magasin, mais voilà, ils recherchaient des saisonniers. Et puis moi, j'avais travaillé tout le mois de juillet pour pouvoir m'acheter le CD-ROM et ainsi compléter ma PC Engine, parce que ça coûtait 3 990 francs. C'était vraiment hors de prix. Et le premier jeu, donc, il y a eu Is dont parle M. Garcin. Pour dire, je crois que la PCFX valait 3 990 francs. Alors, voilà, regarde. Ouais. C'est ça. 3 990 francs. Ça, c'était les pubs du distributeur officiel de la PC Engine. Et ça, c'était après. Mais au tout début, quand tu voulais avoir l'option CD-ROM en plus de ta PC Engine, il fallait mettre une sacrée somme. Alors donc, il était livré avec un jeu qui s'appelle Red Alert. Red Alert, c'est une sorte de Rambo avec une. Alors Is, là il montre les images de Is. Regarde, c'est vrai que moi, c'est vraiment Is, il est fou parce que l'ambiance musicale, Gunhead, je suis sûr que tu iras dans mon sens. Tu avais une ambiance musicale qui était tellement presque orchestrale, qui était magnifique. Elle transcendait les graphismes qui peuvent paraître minimalistes, qui sont pas la force du jeu, les graphismes de Is, mais l'aventure et les musiques. Quand tu rentrais dans les donjons, tu avais une musique. C'était un film. En fait, du coup, ils avaient réussi, avec le CD, à faire des musiques de films sur un jeu, quoi. Is, c'est l'un de mes jeux préférés sur Sega Master System. Ouais, voilà, il était sur Sega Master System. Voilà. Alors, moi, j'adorais la version Master System, donc je l'ai acheté. En quelque part, je m'en fichais un petit peu qu'il soit en japonais, puisque j'avais déjà joué à la version Master System. Mais je me suis pris une claque monumentale, parce que là, tu avais vraiment du dessin animé. Là, ils ont vraiment fait du service. L'intro est magnifique. Et puis des bandes son avec des vrais instruments. C'est-à-dire que
Ils avaient mis le paquet. Tu avais non seulement des doubleurs, des acteurs de doublage qui faisaient les voix et autres, donc c'était quand même complètement nouveau. Et puis une bande son orchestrale qui était absolument dingue en fait. Hein. Et c'était un peu un jeu triple A avant l'heure, c'est-à-dire que Hudson Soft avait vraiment mis le paquet sur ce titre qui a été fait par Hudson. À la base, c'est Falcom qui l'a conçu. Mais voilà, ils ont racheté les droits et Hudson Soft en a fait entre guillemets sa killer application pour le CD-ROM. Et donc voilà, quand tu reçois ce titre sur CD-ROM avec une bande son absolument fabuleuse, et c'est vrai, je rejoins Monsieur Garcin, ça n'a pas vieilli. Et vous l'écoutez encore maintenant, je veux dire, les mélodies sont superbes, elles sont entraînantes, on voit qu'il y a du travail derrière en termes de composition et autres. Puisqu'en fait, ils ont tout réarrangé par rapport aux petites musiques qui existaient sur le MSX, parce qu'à la base, c'est quand même un jeu MSX. Et donc voilà. Donc oui, j'ai eu ces deux jeux-là. Red Alert, qui est Ah ouais, Red Alert. Voilà, j'avais adoré Bloody Wolf. Et t'avais pas été déçu, toi, du coup, parce que ça m'intéresse de savoir. Moi, j'ai découvert après Bloody Wolf ce jeu, et je préférais Bloody Wolf. Je le trouvais plus nerveux, je sais pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Hein, toi aussi. Ouais, le seul attrait, ce sont les musiques CD et puis les petits dessins animés intermédiaires, où là, tu vois effectivement que tu es sur CD-ROM. Mais ouais, en termes de fun, Bloody Wolf était beaucoup mieux. Ken là derrière. Pardon ? De quoi ? On a recru Ken derrière, Ken le survivant. Ah ouais. C'était un peu. C'est vrai. En fait, tu sens, lui, je crois, peut-être Guenette, tu peux confirmer, je crois, c'est vraiment un des premiers jeux CD-ROM. Il fait partie des 10 premiers jeux CD-ROM, non, celui-ci, il me semble. Voilà, et c'était entre guillemets, l'avantage de la PC Engine, c'est qu'elle a permis l'émergence de plein de nouveaux éditeurs. Tu montrais L10 tout à l'heure, c'est un titre de NCS Masaya. Et ça, c'était Masaya, ouais. Voilà. Ils ont fait Ginoog sur Mega Drive. Voilà, c'était des petits éditeurs qui étaient refoulés sur Famicom, parce qu'en fait, pour Famicom, il fallait payer les cartouches d'avance, etc., etc. Enfin, c'était compliqué pour un petit éditeur. Et donc, NEC a vraiment, entre guillemets, on va pas dire favoriser la scène AD, mais voilà, ceux qui n'avaient pas forcément de gros moyens, arrivaient sur PC Engine. Et donc, Red Alert, c'est un jeu CD Soft qui, voilà, c'est pas un éditeur entre guillemets super connu, mais ensuite ils se sont rapprochés de Telenet Japan qui a fait la série des Valis. Et les Valis, ça a été, alors moi j'ai eu le Valis 3 qui était absolument dingue aussi, parce que quand tu voyais les tests dans les magazines spécialisés de l'époque, c'est ce qui te donnait envie d'en savoir plus sur tel ou tel titre. Et moi, je me souviens des tests de GM Destroy, d'Alain Huyglacourt, enfin tous les journalistes de l'époque. Quand ils parlaient de Valis 3, je me suis dit, ça aussi, c'est un titre qu'il va falloir que je me procure, parce qu'il a l'air absolument génial. Et en fait, le pitch est délirant. Hein. C'est une jeune fille voilà, qui d'un seul coup se transforme, et puis elle part affronter les méchants. Les démons. Valis, c'est incroyable, et c'est sorti sur d'autres consoles. C'est sorti sur MSX à la base. Et en fait, ils remixaient quelque part, enfin, ils refaisaient des jeux qui existaient sur MSX, mais ils étaient complètement transcendés. Parce que moi, j'avais un ami qui avait un MSX. Donc, il me conseillait certains titres en me disant, tiens, regarde, ça, c'est Valis, tu vois, c'est pas mal. Golvelius, je l'avais déjà découvert sur MSX avant de le connaître sur Sega Master System. Et à chaque fois, il y avait un fossé technologique. Ah, il y a une pub, mince. Parce que, en fait, après, si on doit donner des conseils, entre guillemets, à ceux qui voudraient découvrir la PC Engine, c'est vrai que je vous rejoins sur la PC Engine Mini, parce qu'il y a des jeux qui sont... la sélection est très très bonne. Bicam disait tout à l'heure que c'était la meilleure Mini. Je le rejoins parfaitement, parce que ça retrace l'histoire de la PC Engine avec le premier, China Warrior, The Kung Fu. Ouais. Et puis, ça se termine avec Saphir. Donc, on a vraiment, entre guillemets, un panorama de la PC Engine qui est vraiment très, très bien, parce qu'on a les classiques, comme Gate of Thunder. Et puis, on a aussi... Moi, il y avait un titre qui me plaisait quand j'étais jeune, c'était Zelda. Et la copie, là, ouais. Et Zelda n'existait pas sur PC Engine. Alors, du coup, Hudson Soft a fait une copie de Zelda, mais moi, j'estimais qu'elle était mieux, forcément. J'étais fan de PC Engine. Et c'est un titre, c'est vrai que quand on y joue maintenant, il est encore hyper jouable. Autant le premier Zelda, franchement, c'est un peu lourdingue à jouer,
mais le Notopia 1 et le 2, qui sont disponibles sur la PC Engine Mini. Le 2, le gap technique, les graphismes sont Ouais. waouh. C'est Parce que le franchement. 1, le 1, il est sorti en 89, je dirais, non? Ça doit être 90. Non, 89, t'as raison, 89. Donc là, et donc, non, on n'a pas, donc, pas de Zelda 3 et SNES. On est en concurrence avec un Zelda 1 Et- NES. Voilà. C'est Ouais. ce qu'il faut rappeler. Ah bah oui. Et quand Et Zelda le 2, il est pas sorti avant le 2, il serait pas sorti avant le Zelda 3. Ah, si, je il est crois, sorti avant. Si, il est Même le sorti 2, avant. hein, ouais. Ah ouais, et c'est pour ça que c'est complètement dingue, parce que tu te dis, tu avais l'impression que Nintendo, quelque part, pour faire son Zelda 3, s'est inspiré de Notopia 2. Ah, c'est Donc, pas vrai. si je dis ça, les fans de Super Nintendo vont me tomber dessus. Non, mais c'est moi, fort possible. Tout le système. j'avais Mais bon. ce sentiment-là parce que je connaissais Notopia 1, je connaissais Notopia 2. Le Notopia 2, tu peux aller dans les 8 directions du paddle, alors que voilà, Zelda, c'était quand même assez rigide. Et puis, tu avais une histoire qui était très très longue. Donc, c'était quelque chose qui était surprenant à l'époque, parce que quand derrière tu découvres Zelda 3, tu te dis, bon, ouais, ok, parce que eux, ils auraient pu aussi copier le Zelda 2 de la NES, qui est vu de profil. Ouais. Voilà, donc ils sont restés sur leur ligne de conduite, en améliorant et en faisant une amélioration graphique qui était pas négligeable, comme l'a dit Monsieur Garcin. Donc voilà, ça c'est aussi c'est des jeux à redécouvrir parce que franchement, Non, ils sont intéressants. effectivement. Florent Gorge, j'en ai même parlé, je crois, dans les oubliés de la Playhistoire, il en a fait un numéro spécial sur Notopia. Et franchement, c'est des titres qui valent le coup. Donc c'est pour ça, franchement, la PC Engine Mini, pour ceux qui veulent vraiment découvrir, sans passer par des ROM et autres, sans débourser des milliers d'euros pour se procurer les jeux. Voilà, on a Kumajo Dracula X, on a Ouais, c'est ça, c'est 120 € pour avoir Ouais. un stock. Voilà. Et en plus, Ouais. j'ai bien une interface. Elle a même Ouais, baissé, elle a 90 € maintenant sur Amazon, puisque Amazon a l'exclusivité de la vente. Donc Ouais, malheureusement, mais bon. voilà, ils l'ont baissé récemment, je crois, j'ai vu ça. D'accord. Et là, j'ai trouvé un truc. comment Alors, on parlait de c'est son- Spriggan. On parlait de Spriggan, et pour vous montrer que c'est vrai qu'elle était distribuée, mais alors pas un peu à l'arrache en fait en France. Là, par exemple, la notice française, je l'ai trouvée dedans parce que c'est une version française de Spriggan. Donc tu vois, c'est une photocopie. Ils avaient marqué notice en français et t'as une photocopie, voilà. Ah, c'est marrant. Genre, voilà, Là, j'ai c'est l'édition comme Romeo française. J'ai l'édition française de Spriggan. Bon, ouais. Moi, j'ai quelques notices aussi, une notice de console en français qui est un petit feuillet en fait. Ouais, et ça c'est génial quand tu l'as. Je suis toujours content. D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, Bicam, quand j'ai acheté à Lyon avec toi le Gunhead, je l'ouvre, pas le Gunhead, le Grand Zort. Le Grand Je Zort. l'ouvre et il y avait la notice en français Ouais. dedans. C'est toujours, c'est la surprise, tu vois. Bon. C'est vrai qu'on On avait on a parlé été tout à l'heure étonné, de Sony Peng, mais on n'a pas donné davantage d'informations. Oui, bon. C'est qu'ils ont essayé de faire en sorte que le marché fonctionne en France. Ça a fait faillite assez rapidement, mais bon, ils ont quand même perduré plus de 3 ans dans le marché. Ouais, un peu plus de 3 ans. Ils ont quand même réussi à enfumer tout le monde, puisque pour la petite anecdote, donc Sodipeng, c'est la société distributrice de la PC Engine, c'était une filiale de Guillemot. Donc Guillemot ne voulait pas trop se mouiller et avoir des problèmes avec les douanes et compagnie, donc ils ont créé une petite entité, Sodipeng, qui était chargée d'importer la console. Et donc en gros, ils sont allés voir NEC au Japon, ils ont dit qu'ils voulaient le distribuer en France, etc. Et donc NEC a dit, écoutez, nous on s'y oppose pas, mais sachez qu'on va prévoir une sortie européenne de la console. Là, on s'occupe du marché américain, mais ensuite on va arriver sur le marché européen. Il y a d'ailleurs quelques exemplaires de TurboGrafx 16 PAL qui existent, qui ont été, entre guillemets, commercialisés en Angleterre. Donc ça, c'est pour la petite anecdote. Il y a eu des TurboGrafx 16 PAL. Et c'était, entre guillemets, marché américain, entre guillemets, aller superviser le marché européen. Donc NEC leur dit simplement ça. Et eux sont revenus en France en disant, ça y est, on a un accord officiel de distribution de la PC Engine en France, ce qui fait qu'ils ont coupé l'herbe sous le pied à Coconut, dont on montrait tout à l'heure Monsieur Garcin les publicités, à Shoot Again et tout. Et alors tous les autres se sont un petit peu interrogés là-dessus. Et Sodipeng a utilisé entre guillemets le réseau de Guillemot, parce que Guillemot, avant de se lancer avec Ubisoft et autres, et puis d'en avoir son activité principale, Guillemot International, c'était un grossiste en jeux vidéo, comme Inelec Multimédia et d'autres, comme Big Ben Interactive à l'époque, et distribuait des jeux. Donc, ils ont profité du réseau de distribution de Guillemot pour mettre des PC Engine, enfin des Core Graphics, dans les supermarchés. Alors, Auchan, Carrefour, Leclerc. Ouais, moi, à Auchan, je me rappelle.
Des fois, ils collaient simplement sur les boîtes une petite étiquette où c'est écrit en français. On Voilà. parlait d'un petit feuillet. C'est très léger quand même. Et ça, c'était le Jacques Toubon, qui était ministre à l'époque, qui voulait, entre guillemets, lutter contre tous les termes anglais, etc. Et il fallait effectivement franciser au maximum tout ce qui était jeux vidéo et autres. Donc, on a eu comme ça des obligations légales de mettre effectivement des titres en français, des choses comme ça, enfin des notices aussi en français, parce qu'on n'a pas le droit de vendre des jeux entièrement en anglais. Alors là, c'était la double peine pour beaucoup de jeunes, parce qu'en fait, ils achetaient des jeux, non seulement ils n'étaient pas en anglais, mais en plus, ils étaient en japonais, donc ils comprenaient absolument rien. Et donc, voilà, il y a eu quand même au niveau du service après-vente de Sodipeng des grosses surprises, parce que les gamins qui achetaient ça sans connaître vraiment, entre guillemets, la console, mais simplement parce qu'ils en avaient entendu parler, donc ils achetaient l'accord graphique en grande surface, et quand ils achetaient certains jeux, ils disaient pourquoi c'est en japonais, c'est même pas en anglais, comme sur une NES ou sur une Sega Master System. Et les notices, effectivement, les notices étaient faites à l'arrache, une simple. Ah oui, c'était à l'arrache. Et puis, ce qui est dommage, c'est qu'ils collaient un gros sticker sur les boîtiers. Voilà, avec le titre. Avec le titre, c'est ça, ouais. Le titre du jeu, pour faciliter le référencement dans les grandes surfaces, quoi. Donc voilà, et après, effectivement, ils ont vite arrêté. Donc, je crois que c'était fin 93, début 94. Fin 93. Ça. Voilà, où ils ont cessé leur activité, puis chacun est parti. Ils ont fait faillite aussi. Ils ont arrêté, mais en faisant une semi-faillite. En faisant une recherche sur société.com, je suis retombé sur Sodipeng. Donc la société existe toujours. D'accord. Voilà, donc en fait, ouais. Guillemot, je l'avais raconté dans une de mes vidéos, justement sur le catalogue Sodipeng. Ouais, parce que j'ai fait une vidéo sur le catalogue Sodipeng, et quand tu tapes société.com. Ouais, ça là, non, pas ça. Si, j'ai fait une vidéo. Ça, c'est. Je suis tellement content de l'avoir. Ça, je l'avais récupéré dans les Virgin Megastore à l'époque. Tu avais ça. Et il y avait celui-là qui est magnifique. Regarde ça. Attends. Ah, il est beau. Tu vois, il y a tous les jeux. Ouais. Attendez, je le mets. Ouais, voilà. Et en fait, ça, je l'avais récupéré au Virgin Megastore. Ouais, excusez-moi si j'en profitais pour le montrer comme ça. Non, mais c'est bien, parce que tu illustres les propos. Oui, voilà. Et donc, non, c'était excellent. Et Sodipeng, oui, alors tu avais un service Minitel, 3615 Sodipeng. Enfin voilà, ils avaient fait les choses comme si c'était Nintendo ou Sega. On avait vraiment une grosse société. Voilà, le 3615 Sodipeng. Et donc, ça me faisait baver. Alors aussi surprenant que ça puisse paraître, Sodipeng finalement existe encore en tant que société satellite de Guillemot. Alors je ne sais pas à quoi elle leur sert, mais elle n'a jamais été dissoute officiellement, et le personnel en fait ensuite été recasé un petit peu dans les autres activités du groupe. Et certains sont. C'est vrai qu'on n'en a plus entendu vraiment parler. Du coup, je pensais que c'était vraiment une faillite. Donc, au début, ils devaient s'en servir parce que Guillemot importait la Neo Geo en France. Donc à un moment donné, une partie du staff qui a bossé sur l'importation de la Neo Geo, parce que Guillemot avait a œuvré énormément pour l'importation de la Neo Geo en France. Donc voilà, une partie du staff a rejoint entre guillemets ceux qui bossaient sur l'importation des titres Neo Geo. Et puis ça a perduré jusqu'à la Neo Geo CD et autres. Mais voilà un petit peu pour l'anecdote. On va dire avant la Neo Geo, ils se sont guéris avec la PC Engine. Alors, pour rebondir, parce qu'on parlait de jeux à support CD, moi, il y a un jeu qui m'a marqué. Alors, ça sera mon dernier jeu, en tout cas, on va dire de l'ère que j'ai connu entre 2000 et 2005, qui m'a vraiment marqué, c'est le Dracula X. Alors, c'est le dernier pour moi, c'est l'arrivée de Richter Belmont. Et pour moi, c'est le dernier Castlevania plateforme action, avant de passer à l'ère des Castlevania type RPG. D'ailleurs, il y a une vraie transition entre la fin de ce Castlevania et le début du Symphony of the Night. Ce jeu, franchement, l'intro de ce jeu, je pense que vous vous en souvenez. Ouais, en allemand. En allemand, c'était incroyable. C'est incroyable. C'était vraiment incroyable. C'est une ambiance qui, moi, me donnait un peu la chair de poule. Enfin, c'était ouf. Et il est dans la mini. Ben oui, c'est ça.
C'est Ouais, et ça, puis la Mini, à il faut la... l'époque On est en train de où- faire de la pub pour la Mini, là, mais Ouais. Et les je remixes valide, des en fait. morceaux, les remixes, tu sais, des thèmes qu'on connaît là dans cette version, pouah, ça Eh me oui. donne presque les frissons là. De toute façon, allez voir la vidéo de Gunhead qu'il a fait. Justement, il présente tous les titres. Alors, c'est une longue vidéo, elle dure 2 heures, je crois, à peu près. Il présente tous les titres de la Mini, mais ça permet de vraiment, ça permet, en tout cas, ça m'a permis de voir le catalogue. En plus, il place une petite histoire, une petite anecdote, il raconte un peu le jeu, etc. Et moi, ça m'a fait découvrir des jeux. Et c'est là que je me suis rendu compte que le catalogue proposé, bah, ils sont pas foutus de notre gueule. Ah non, ils sont pas Excusez-moi le foutus terme. de gueule, c'est Ils clair, sont vraiment pas moqués de nous. c'est clair. Et là, si tu me dis qu'elle est à 90 € actuellement, Ouais, on va tous se laisser tenter. Moi, je pense que j'avais attendu je crois que longtemps. ce soir tu commandes là. Non, mais Monsieur Garcin, il s'en rappelle parce qu'il était tenté de la prendre quand il était à Lyon, mais elle était plus chère. Et du coup, Ah, il c'était a dit 120 balles. à l'occasion, mais là, au prix, il faut pas. À mon avis, il faut pas. Moi, je hésiter. pense que je vais me la prendre, clairement. Ça fait longtemps que je me tâte. Et Ouais, puis Ah, Ouais. c'est un très bon investissement là. Et puis, entre-temps, ouais, est-ce que tu as franchi le cap, monsieur Garcin? Non, bah alors moi je suis pas pressé parce que c'est vrai que la moitié Vraiment, des t'as jeux, tout à cause je les ai, même les 3/4. Ouais, mais voilà, moi ce que surtout aussi je la voulais pour quand je vais voir mes petits neveux qui sont fans de rétro gaming, quand j'amène, tu vois, je vais pas amener à l'autre bout de la France ma console. En plus, les parents ils ont plus de télé de Péritel, donc là c'est parfait. Je voulais aussi la prendre déjà pour la voir parce qu'il y a quelques jeux que j'ai pas, et aussi pour pouvoir aller faire jouer mes petits neveux facilement. Donc je la prendrai. Je suis pas pressé du tout. C'est pour ça que quand je l'ai vue à 120, je sais qu'elle avait déjà été moins chère sur internet. Je me suis dit, je vais attendre dans les 80-90 euros, je la prends, quoi. Bah là, apparemment, elle y est. Je crois qu'on. Avant qu'on publie Ouais. la vidéo, il faut qu'on aille. faut qu'on aille là. Tout le monde. Non, je plaisante. Et puis tu vois, dans l'extrait que tu as montré, on voyait des gerbes 200. Ouais. Et moi, c'est ce que j'aimais chez la PC Engine, c'est qu'elle n'était pas Ouais. censurée. Ah non, elle Ouais, est pas c'est sortie. mature. Dans certains jeux, tu voyais aussi du téton. Oui, alors, Euh, Parodius. les Parodius. ouais, et oui, même les Dragon Knight, les jeux, les Ranma ennemis qui étaient sur PC C'est Engine. c'est vrai qu'on était là. Voilà, et donc c'était aussi une console qui était voilà, avant que la Mega Drive ne vienne la console rebelle, la PC Engine pour Sur moi Super Nintendo, quand même, c'était la j'avoue, sur console. Super Nintendo, on a été censuré dans tous les sens. Ouais, c'était la transgression parce que tu avais des vrais gerbes 200. Là, tu le vois dans Castlevania, il y a des gerbes 200. En veux-tu, en voilà. Mais sur les autres machines, c'est vrai que c'était très édulcoré et on avait ce décalage-là entre guillemets. Il y a les consoles pour les enfants, pour entre guillemets, et puis il y avait la console entre guillemets Pour les grands. plus adulte. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et après, bah ouais, après il y a aussi eu la Neo Geo quand elle est arrivée, c'est pareil, c'était aussi un autre palier. Mais c'est une console vraiment de transition aussi en termes de génération. Tu parlais de transition sur Castlevania, alors que sur Super Nintendo, ils avaient un superbe reboot. Castlevania 4, c'était quand même un reboot de la première Le volet, version ouais. sublimée. C'était génial, ouais. Moi, j'en étais fan. Mais cette version PC Engine, elle était différente parce que tu avais un aspect aussi recherche, exploration qui était plus abouti. Les sauvegardes, ça nous sauvait la vie aussi, les sauvegardes. Ah bah oui. Un deuxième personnage aussi. Ça change vachement. Le pourcentage voilà, qui s'additionne, et puis le fait de jouer aussi avec, je sais plus son La prénom, petite- mais la petite fille, là, ouais. Maria. Je sais plus si- Maria, ouais, voilà. Et là, tu redécouvrais ton jeu sous un autre angle. Moi, j'avais trouvé ça complètement dingue en disant, mais c'est fou qu'ils aient pensé à tout ça. Et j'ai regretté que Konami arrive tardivement sur la PC Engine parce qu'ils sont arrivés Tout à fait avec les d'accord. classiques, Tout à fait Gradius, Parodius, voilà, ils ont pas pris de risque, hein, ils ont pas pris de risque. Et puis vers la fin, ils ont commencé à nous sortir des titres complètement hallucinants, dont celui-là qui est, voilà, c'est un ovni dans la ludothèque de la PC Engine parce que Clairement. il n'était pas prévu en fait, hein, on l'a pas vu arriver, et puis d'un seul coup il a déboulé et là ça a été Il a fait grande mal d'entrée, non, c'est vrai. C'est vrai. Tout à fait d'accord. Alors les amis, on a toujours pour habitude avec l'ami Biggie de poser une dernière question à nos invités. On va commencer par Monsieur Garcin. Si tu devais conseiller, alors on a parlé de la PC Engine Mini, ça je l'ai bien compris, c'est peut-être le conseil qu'on pourrait donner au grand public. Mais si on oublie, si on met ça vraiment en aparté, si tu devais conseiller aujourd'hui en tenant compte qu'on est en 2021, donc en tenant compte des tarifs, en tenant compte de tout, si tu devais conseiller à une personne qui vient de s'acheter la console 3 jeux,
Qu'est-ce que tu Ah ouais, donnerais? alors malheureusement, j'ai pas tous les prix en tête. Mais moi, il y a un jeu, tout à l'heure, quand je vous ai expliqué que j'ai dû patienter avec des jeux CD-ROM parce que j'avais pas la super Oui. carte, il y a un jeu qui m'a marqué vraiment et que j'adore et que je conseillerais, parce que notamment, c'est un jeu de plateforme action, plus action que plateforme, on peut jouer à deux. C'est assez rare quand même. Les musiques font partie de mes musiques préférées. C'est Masaya, l'éditeur qui a fait L10, dont Ouais. Gunhead louait les mérites. On en C'est parle aussi, celui-là. vite fait, Masaya, Ah c'est ouais, ceux qui Masaya, sont derrière ça. les Léos. Hein. Ouais. Ouais, Léos aussi. Assaut Suite, Léos, là, c'est génial aussi. Ouais. C'est ce jeu-là, mais je sais pas, j'ai peur qu'il soit cher maintenant, je sais pas. Shubi Je sais Euh, pas s'il est dans la mini, est-ce qu'il y est? Je sais pas s'il est dans la mini. Man Mais 3, voilà, non, il est pas. Shubibiman 3, Ouais, moi, ça me dit rien. il est, pardon? Je Ah, pense pas qu'il soit dans la eh ben, mini. il est Non. excellent. Il est vraiment excellent, il a des graphismes. Ah, je sais pas si Biggie, tu peux avoir une vidéo là, s'il te plaît. Mais- Shubibiman 3, Je c'est ne le connais pas. SOG S avec un S. Chut. Pardon? Je ne le connais pas. Ah, tu le connais pas? Non. C'est le Alors, Megaman- déjà, le le Megaman 2. PS Engine. Alors, non, alors, enfin, excuse-moi, Gunhead, pas le 3. Le 3 n'est pas Non, pas comme le 3. Megaman. Par contre, le 1 et le 2, oui. Voilà, pas le 3. Là, c'est le 3, mais le 1 et le 2, oh, mais c'est une copie de Megaman, mais sublime. Et en plus, il y a des phases shoot. Shubibiman 2, mais je l'adore trop. Les phases shoot and up, elles sont géniales. Bon, Donc, c'est une là, copie de Megaman. donc, Ça veut dire qu'il est sorti après le mais pas Megaman. le 3, le 1 et le 2. Shubiman 1 et 2, c'est des copies de Megaman, vraiment. Mais le 3, pas du tout. Le 3, on va dire, a sa propre expérience de jeu. C'est plus un action plateforme. On est plus avec une épée. Donc, tu vois, c'est différent de Megaman, même si on peut un peu tirer. Mais il a des super. Ça fait vraiment. Voilà. graphiquement, alors, Moi, quand alors, j'y jouais, quand j'y jouais, c'est la première fois que j'ai eu un sentiment. Je dis, mais c'est Super Nintendo. Il y a une patte. Je sais pas, il y a une patte Super Nintendo, je trouve. Il est génial, on peut jouer à deux. Et les musiques Gunhead, je sais pas si tu les as en tête, c'est parmi mes musiques. Oh, il y a une ambiance, il y a plein de dessins animés. Ça vraiment, ça a exploité à fond le CD-ROM. Mais c'est pas super CD-ROM, c'est CD-ROM. Tu as à chaque boss, ça s'arrête. Ça parle, tu as des super images. À chaque fin de niveau, tu as le scénario qui avance avec des magnifiques images un petit peu animées. Voilà, l'intro est sublime, le jeu est génial. Alors, le seul petit défaut, on peut dire, c'est qu'il est. Ah, regardez ça comme c'est beau. Il y a plein de phases de jeu différentes. En fait, ça, pour moi, c'est un classique de la console, mais il est un peu trop. Ça a l'air. Voilà, et il est un peu trop. Des fois, tu es dans un robot. Et en fait, tu rentres dans un robot qui fait tout l'écran, qui est géant, et tu diriges un robot qui court comme ça. Le jeu est fou. Il y a des araignées, je me rappellerai, ça m'avait choqué, des araignées qui marchaient, des grosses sprites d'araignées qui était super bien fait, quoi. Enfin, j'hallucinais. Et le jeu, voilà, là, tu vas combattre un bonhomme de neige. Oh, là, les courses, regarde, t'es sur une mouche de l'espace, poursuivi par un dragon, avec une musique épique de folie. Le seul truc, voilà, c'est qu'il est un peu trop simple. Et moi, je me rappelle, à chaque fois que j'arrivais trop facilement au début, au dernier niveau, j'arrêtais. C'est pas un défaut. Quand même, ouais, c'est pas un défaut. Moi, mais moi, à on l'époque. peut pas régler la difficulté. Non. Et à l'époque, j'avais pas trop souvent de jeux. Et tu vois, j'avais un jeu et au bout de 2-3 parties, je vois que j'arrivais presque à la fin. Donc j'ai arrêté la console. Tu vois, les premières parties, les 5-6 premières parties, j'ai pas voulu le finir. Je me le gardais. Mais voilà, ce qui est bien, c'est qu'il a une grosse replay value. Dès que t'as un pote qui vient à la maison, fan de rétro gaming, tu lui mets Shubi 23, c'est de la bombe. Non, mais effectivement, Après, une belle découverte pour moi. Là, malheureusement, j'ai sélectionné que des jeux chers. Parce qu'il y a celui-là que j'adore. Donne 3 jeux que tu conseilles, tout simplement. Super Biggie, mon petit Biggie. Super, vas-y, tape Super Long Nose Goblin. Tu vas l'avoir. Et des graphismes de ce jeu, c'est en carte, c'est pas en CD-ROM. Super Long Nose Goblin. Nous, un extrait vite fait. C'est trop bien. Et il est sublime. C'est un shoot typiquement japonais avec des yokai. Regardez là, les espèces de petits. Attends, mais je vois pas. Des ratons laveurs là. Tu diriges une espèce d'esprit, un personnage tout gros comme ça avec le long nez. Il a un masque de kabuki ou de théâtre Eno. Et c'est Taito qui l'a fait, les gars. Et en plus, ce qui est fou, c'est que c'est Taito, et c'est rare, c'est une exclue d'un gros éditeur, une exclue pour la PC Engine. Il est que sur PC Engine, et je crois qu'il vaut un petit peu cher, mais regardez les graphismes, c'est beau, les musiques sont sublimes. Première génération. Ça n'a pas rendu ça. Exactement, c'est vrai que les montagnes, si j'avais jamais calculé, ça fait penser aux montagnes de Dragon Ball, t'as raison. Non, là, c'est un petit piège, là, tu peux prendre un bonus, mais tu peux tomber. Il est ouf. Et voilà, ça, c'est une pépite, malheureusement un peu chère, mais c'est une pépite vraiment. Il fait partie de la liste de la PC Engine. Non. Non, Non, il est pas je dedans. crois pas. Il est pas dedans. Non, malheureusement. Non, il est pas.
Quand tu tues les ennemis, regarde, quand tu tues les ennemis, ils se transforment, c'est des petits ratons laveurs en fait. C'est des petits ratons laveurs qui sont déguisés en ennemis et dès que tu les tues, poum, tu vois un petit raton laveur. Il est super, voilà. Il est hyper fun à jouer. Les musiques, les bruitages, tout est génial. Et ce qui est fou, mais c'est pas gênant, c'est que ton sprite est assez gros. Ça pourrait paraître gênant, mais non en fait. Regarde, tu vois, tu tues des pingouins là, ou je sais pas quoi, et hop, ça c'est des petits ratons laveurs après. Et là, il y a des yokai, des monstres japonais. C'est dans un univers traditionnel, typique monstre japonais Très féerique. mignon, hein, très sympa. Il est super, malheureusement, je crois qu'il est cher. Super longue nose goblin. Voilà. Vraiment beaucoup de shoot hein, sur cette console. Ouais. Je sais pas si on connaît à peu près le ratio shoot jeu tout court, mais il doit être quand même assez important. On dit souvent que la Mega Drive c'est la console des shoots. Elle est très loin, je pense, en termes de proportion. Ouais, mais c'est vrai que voilà, sur Mega Drive, il y en a beaucoup, mais je dirais il y en a peut-être un petit peu plus sur PC Engine quand même. Hein. C'est vrai que c'est fou, non Et surtout ouais, par rapport au nombre de jeux sortis, je pense. Ouais. Et du coup, un troisième jeu. Ah ouais, j'ai le temps, parce que comme j'ai vu que je fais que parler, un troisième, j'en ai. Jeux chacun, donc, Allez, 1, 2, 3, j'ai 3 bombes là sous les yeux, lequel j'ai 4 bombes. Je prends. Allez, je voulais vous parler de ce superbe shoot Magical Chase. Je ne le ferai pas du tout. Un superbe jeu, les gars, il est génial. Regardez sur YouTube. Je vous parlerai d'une curiosité. Alors là, malheureusement, punaise, je suis con, j'ai choisi un jeu, j'ai pas le titre. Est-ce que Photograph Boy. Il est pas sur la Photograph Boy. Putain, mais ça, c'est un gars sûr, ça. Ouh, alors, là, t'es costaud. Hein. Photograph Boy, alors c'est Genki, je sais plus le nom japonais, mais si tu tapes Photograph Boy PC Engine, tu devrais trouver. Tu connais tous les jeux. et donc, regardez qui c'est qui l'a fait. Regardez qui c'est qui. C'est qui l'a fait ce superbe jeu, c'est IRM. Et il est, alors malheureusement, je vous montre un jeu qui commence à coter, il est dans les 100 €. Mais c'est un jeu très original. D'ailleurs, il est sorti sur PS2. Ah, regardez ça. Donc ça, c'est fou. Alors là, on n'a pas la patte graphique de IRM, de Ninja Spirit et tout. On dirait un jeu d'ordinateur, mais il est très fun à jouer. En fait, tu dois prendre des photos. Mais tu as des objectifs à faire. Tu dois prendre là, tu vois, regarde, il y a des vaisseaux extraterrestres qui passent en fond. Il faut que tu les prennes. En fait, dans chaque niveau, tu as des trucs à prendre en photo. Il faut que tu complètes, en fait, je crois que c'est peut-être la barre qui est en dessous, je me rappelle plus. Ta mission, c'est d'arriver. Ouais, et des fois, tu as des trucs, le mec, il apparaît 2 secondes. Tu vois, plus les niveaux montent, des fois, tu dois prendre en photo un gars qui apparaît 2 secondes. Ah, tu dois éviter, regarde, là, les skates. Donc, il y a pas mal un peu de plateformes. Et en même temps, c'est comme un shoot. À la place de leur tirer dessus. En fait, ouais, et à la place de leur tirer dessus, c'est le même principe. À la place de tirer, bah, tu prends une photo. C'est comme un shoot, tu vois, comme Dame 75. Voilà. Et ce jeu est assez fou et il existe sur PS2. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est une version. Non, c'est cartouche. C'est voilà, hop, la petite carte. Et ça, voilà, je voulais vous en parler parce que c'est une curiosité. Et en fait, je sais pas ce que les gens en pensent là en voyant ça vite fait, mais il est très très fun à jouer. Les niveaux sont très variés. Là, je vois derrière, il y a des niveaux à la plage. C'est hyper varié. Très drôle, varié. Je vous le conseille, c'est une belle curiosité. Je le conseille pour les porte-monnaies les plus larges ou simplement pour les utilisateurs d'émulateurs. Voilà. Bah, franchement, belle sélection. Parce que là, j'en ai appris pas mal. Biggie aussi, je pense. Là, chapeau. Eh ben, Lionel, à ton tour. 3 jeux. J'ai essayé de faire un mix selon les consignes qui ont été données. C'est-à-dire des jeux pas trop chers, pas non plus trop exotiques. Non, et puis absolument à faire, en fait. Voilà. Absolument à faire, on a parlé de Is. Il y a le 4e opus qui est absolument hallucinant. C'est-à-dire que c'est le même que le 1 et le 2. Alors le 3, je le déconseille parce qu'il est quand même très spécial. C'est vu de profil, c'est de l'action RPG, c'est un peu particulier. C'est un peu comme le Zelda 2, Link. Mais voilà, le 4, c'est un retour aux sources qui est absolument complètement dingue. Pour les fans, entre guillemets, d'émulation, il y a des passionnés qui ont entièrement traduit le jeu avec des patchs. Ouais, moi, je l'ai refait. Je savais pas. Mais je pense qu'il faut le faire sous cette forme-là. Voilà. En fait. Donc ça, c'est vraiment pour. Moi, je l'ai fait en japonais, j'ai été bloqué. Oui, bah, c'est un petit peu l'inconvénient du japonais. Moi, je rêve. Moi, je le possède effectivement, mais Je rêve qu'un jour ils traduisent Far East of Eden Manjimaru. Tengai Makyo 2, c'est parmi les jeux. On parlait tout à l'heure de jeux AAA. Il y a plus de 200 personnes qui ont bossé sur ce jeu, des musiques orchestrales complètement dingues, des dessins animés de folie. Mais là, je ne veux pas dire que c'est élitiste, mais voilà, c'est très compliqué si on n'a pas une aide de jeu pour progresser, parce qu'il est entièrement japonais. Il n'y a pas eu une suite sur Saturn Jump, non? Si, ils en ont fait plusieurs. Mais ça, c'est encore aujourd'hui, c'est considéré comme l'un des meilleurs RPG de tous les temps au Japon. Famitsu avait fait un reportage
auprès de leurs lecteurs en leur demandant quels sont les RPG qui vous ont le plus marqué. Et donc, il fait partie, entre guillemets, de la culture japonaise. C'est Tengai Makyo Faristofedon. Les dessins animés sont absolument fabuleux. C'était le jeu qui était là, entre guillemets, pour faire la promotion du Super CD-ROM. Et là, par contre, alors, il y a des fans qui ont commencé à faire une traduction, mais elle n'est pas, malheureusement, elle n'est pas terminée à l'heure où je parle. Mais ça, c'est vraiment, entre guillemets, un titre qui est à découvrir. Ensuite, dans les jeux pas chers, on n'en a pas parlé, mais la série Bomberman, elle est très C'est accessible. vrai qu'on n'en a pas parlé en plus. On est Voilà. dans- Elle est née sur PC Engine. Ça, c'est vrai qu'on peut le dire. Hein, c'est le premier jeu sorti sur PC Engine. Bomberman non, je crois pas. Non. Enfin, j'ai plus l'historique, mais Sur les consoles de salon. Moi, je crois que c'est. Sur les consoles de salon. Ouais, mais je crois que c'est le premier Bomberman, c'est sur PC Engine parce qu'il reste quoi sinon l'ordinateur japonais. Mais non, je crois qu'il était sorti sur parce que justement, ils ont dû attendre un certain délai avant de le sortir sur PC Engine. Donc le premier Bomberman, non, n'est pas né sur Il est sorti avant le Dyna Blaster sur NES. bah alors, il est sorti où alors? Alors je crois que c'était soit sur NES, soit sur Master System. Il faudrait regarder sur. Ah ouais, c'est étonnant parce que moi je sais que le premier test en France, c'était PC Engine à la Hugues Lacour qui l'avait testé, mais il n'y avait pas eu de test NES avant, il n'avait pas testé. Non, il était peut-être pas sorti en France. C'était un titre. En Japon, Master System, ils ont peut-être un Bomberman, je sais pas. T'es sûr, il faut regarder, j'ai regardé Bomberman NES, ah ouais, je savais pas ça. Ouais, non, c'est pas la première version. Moi aussi, je pensais qu'il était né sur ouais. NEC. On m'a dit non. Je suis désolé, j'ai toujours raconté ça à tout le monde, je m'en excuse. Non, par contre, tu as raison. On n'en a pas parlé. Et je pense qu'au niveau du fun et de l'intérêt, il est au top ce jeu. Alors, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai 3 garçons. 3 garçons. Alors, le plus vieux a 18 ans, le deuxième en a 15 et le dernier en a 10. Enfin, il a eu 11 ans. Je veux dire, les 2 derniers, quand ils viennent chez moi et puis que voilà, on a envie de jouer à un jeu rétro, tu mets un Bomberman et le plaisir est instantané. Donc voilà, c'était un jeu parce qu'on n'en a pas parlé, mais la PC Engine, on pouvait jouer jusqu'à 5 joueurs en simultané. Et Bomberman utilise justement les capacités du quintupleur. Donc déjà, une console qui permet de jouer à 5 exceptionnel. Mais déjà, voilà, quand tu as 3, 4 ou même si vous êtes qu'à 2, Bomberman, c'est du fun, du fun immédiat, du fun assuré. Et puis, alors les dernières versions, les 93, les 94, tout ça, sont meilleures parce que voilà, graphiquement, elles sont plus belles et autres. Mais voilà, on n'en a pas parlé. Et c'est vrai que c'est un titre qui mérite. T'as raison. T'as tout à fait raison. Après, Monsieur Garçon en a parlé, mais moi j'ai vraiment un coup de cœur pour Star Parodier, qui est un shoot, c'est un shoot très mignon. Mais quelque part qui permet aussi de faire découvrir la PC Engine, puisqu'en fait on joue avec une PC Engine. Alors on peut aussi jouer avec le Star Soldier, on peut jouer aussi avec Bomberman, mais quand on joue avec la PC Engine, elle balance des U-cards, elle balance des CD-ROM, ces satellites, ce sont des manettes, et ça c'est vraiment très rigolo parce que c'est du fan service à outrance. Et voilà, quelqu'un qui veut découvrir la gamme PC Engine, c'est sympa. Tu peux diriger Bomberman aussi. Dans les personnages, tu as Bomberman dont on parlait. Et le truc que je voudrais dire, c'est vrai que si tu connais les shoots PC Engine, notamment et les jeux Hudson, si tu les connais, tu peux encore plus apprécier ce jeu parce qu'il y a plein de clins d'œil. T'as des boss de Star Soldier qui sont de Super Star Soldier qui sont dedans. Voilà. À un moment, t'as un Bomberman en boss là que tu dois combattre en shoot à la façon de Bomberman. Enfin, il y a plein de. C'est vrai que si tu connais un peu l'univers des jeux Hudson, eh ben le jeu est encore mieux. Mais sinon, moi, c'est un de mes shoots préférés. On parlait des jeux inaccessibles, etc., type Saphir, etc., d'un point de vue financier. Mais il y a eu à un moment donné des copies, on va dire, je ne sais pas si c'est vraiment des copies de ces jeux qui ont été mis en place de manière presque officielle, non? Rockman, Saphir, ça vous dit rien, non? Ah oui, ça c'est, je ne sais plus, Mathias. Oui, ça doit être ça. Mathias, c'est un Allemand qui a fait une société qui s'appelle PC Works. PC Works, je cherchais le terme, PC Works. Et donc, il a fait des reproductions complètement parfaites. Des reproductions, voilà, c'est ça. Et donc, alors au début, il les vendait un petit peu sous le manteau sur eBay, ce qui fait qu'il a gagné beaucoup d'argent en vendant des saphirs ou des jeux très rares en les faisant passer pour des neufs. Ensuite, ça c'est vrai, un vrai connard. Non mais tu te rends compte tous les gens qui ont acheté le saphir à 150 balles et c'est pas un vrai. Et puis en plus, alors comme les gens l'achètent sous blister, ils n'osent pas entre guillemets
et puis tout épluché pour voir si c'est vraiment une copie ou pas. Donc ça a créé un gros problème. Et il a fait ça avec beaucoup de jeux, avec des Dracula X. voilà, dans la Castlevania. Et puis il a aussi un peu exploité la scène des passionnés qui avait effectivement adapté Megaman sur PC Engine. C'est ça, Rockman. Voilà, donc lui il a repris la ROM et il en a fait un jeu à part entière. Pareil, il a fait ça aussi avec les Caravan Stage. Donc il a sorti Gunhead en. C'est un peu comme Limited Run d'aujourd'hui en fait. Illégal. Illégal, ouais. Ouais, Illégal. donc voilà, donc les avis sont très partagés sur sa façon de faire. Après, bon, maintenant il a baissé ses prix. Ça reste un petit peu plus accessible. Mais maintenant il y a marqué PC, il y a marqué. Voilà. Avant c'était pas marqué. Maintenant il le fait. Mais mec, c'est trop tard. Si tu vas pas te racheter une conduite. Enfin bon. Mais maintenant il le marque. Bon. Voilà. Après, sinon, pour un petit jeu qui est vraiment pas cher, on peut le trouver pour une bouchée de pain, mais qui était, moi, à l'époque, m'a vraiment passionné, c'était JB Harold Murder Club. Alors, c'est un jeu qui paye pas de mine. Il était sorti sur les ordinateurs japonais. Et puis, donc, ce titre-là, c'est un titre entièrement en anglais. Entièrement en anglais, donc c'est assez rare pour le souligner. C'est un jeu japonais, mais en anglais. Et qui, avec des digitalisations en anglais aussi, donc ce qui fait que c'est franchement, c'est un beau jeu d'enquête. Et il est complètement méconnu. C'est un titre, voilà, qui a marché qu'au Japon, même s'il y a eu une version japonaise qui est sortie. Chat. Pardon ? J'entends un petit chat, non? Ah ouais, il y a un petit gueule. Et donc, je sais pas ce qu'il veut faire, mais bon. Et donc, franchement, ça, c'est un petit titre qui paye pas de mine et que, voilà, on peut. Je ne connaissais pas du tout. Non, c'est une enquête policière. Et puis, donc, vous interrogez des personnes, etc. C'était très typique des micros Amiga, Atari. Enfin, on avait beaucoup de jeux de ce type-là. C'est un point de clic ou... Non, il n'y a pas de souris. Hein. Donc, c'était, voilà, on faisait. Non. Ouais, voilà, on faisait. Il y avait un menu déroulant, puis voilà, tu posais tes questions, tu récupérais des indices. Comme Snatcher. Voilà, ouais, un petit peu. Voilà, c'est la mode. C'était la mode de ce type de jeu-là. Et une belle histoire policière. Et c'était un titre qui moi m'avait fortement marqué quand je l'ai eu à l'époque, parce que avec énormément de digitalisation. Il est de 90, donc tu vois, c'est vraiment dans le début de du CD-ROM, entre guillemets, de la vie commerciale du CD-ROM. Et c'était entre guillemets un titre qui était appelé à d'autres séries parce qu'en fait, on voit qu'il y avait un numéro 1. Donc, alors ils ont fait des suites. Il y a une suite qui est sortie sur 3DO et puis sur PCFX, je crois. D'accord. Mais voilà, c'est des jeux qui valent, on peut les trouver pour 10-15 euros maxi. Non, mais t'as raison. Et bon, c'est. Le rapport qualité-prix, il est plutôt intéressant. Voilà. Alors, encore une fois, j'ai découvert des jeux. Là, ce soir, aujourd'hui, alors je dis ce soir parce que je le précise, on tourne la vidéo le soir. J'ai découvert pas mal de choses. J'ai appris beaucoup de choses en votre compagnie, que ce soit à travers les anecdotes de Monsieur Garcin ou celles de Gunhead. Et je vous en avec plaisir. remercie. Et je pense que la communauté sera vraiment ravie d'apprendre toutes ces choses. Alors, il y a certainement des puristes qui connaissent déjà beaucoup de choses, mais ça reste un monde assez cloisonné. Mais le grand public, là, vraiment, il va apprendre beaucoup de choses. Donc, je vous en remercie vraiment beaucoup. Merci, ouais. Merci alors, avec plaisir. Mais on avait deux invités. On se devait d'écouter un peu toute leur nostalgie. Et, on avait aussi... des choses à dire avec Biggie, mais j'ai pas vu le temps passer, personnellement. Ah, pareil, moi j'étais ravi de partager ce moment avec vous trois. C'était trop bien. Tout le plaisir est pour nous. On va devoir refaire des émissions. Voilà. Les amis, en tout cas, quand vous voulez. Sur cette belle parole se clôture cette vidéo nostalgie. Je vous remercie. Je remercie Monsieur Garcin, je remercie Gunhead, je remercie mon... De rien, voilà. Vas-y, continue, j'essaie juste de passer des jeux. En image avec évidemment le jeu emblématique de la console. Voilà, celui-là c'est le jeu, c'est le Super Mario World, c'est le Sonic. Pour moi, le PC Kid 2, on a parlé du PC Kid, mais le 2 c'est chef-d'œuvre. Au niveau des. Ils ont transcendé le premier. Voilà, ça c'est le premier. Et voilà. Voilà les amis, on se quitte sur ces belles images. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.